Bonjour à tous et bienvenue à ce mardi. Nous sommes honorés de recevoir aujourd'hui Elsa Rodriguez, Julie Spinelli, Monsieur Hubert Bitan et Sébastien Partida ce matin. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir accepté d'aborder un sujet aussi important comme c'est la médiation et l'arbitrage dans les contentieux technologiques. Je vais faire une petite présentation de chaque profil. Madame Elsa Rodriguez, elle est avocate associée au sein de l'équipe contentieux des affaires du cabinet Lérance. Elle est spécialisée dans la résolution des litiges. Elle intervient dans la gestion de tous les différends liés à la vie des affaires. Elle dispose d'une expertise particulière en contentieux numérique et informatique, traitant des dossiers sensibles liés aux plateformes en ligne, à la responsabilité numérique et au contrat IT. Elle est médiatrice agréée au CMAP. Elle mobilise les modes amiables pour favoriser les issues rapides, efficaces et maîtrisées. Elle est aussi admise au barreau de Paris et de New York et dotée de solides compétences linguistiques. Elle intervient régulièrement dans des dossiers à dimension internationale et transfrontalière. Merci beaucoup pour votre intervention. Madame Julie Spinelli, elle est avocate associée du cabinet CES Law. Elle intervient dans le domaine de l'arbitrage international. Elle intervient aussi en tant que conseil dans les procédures d'arbitrage, quel qu'elle soit national ou international, ad hoc ou institutionnel, notamment sous l'égide du CMAP, pour le compte des États ainsi que des entreprises françaises et étrangères. Son expérience couvre divers secteurs tels que l'énergie, la construction, l'ingénierie, l'aéronautique, la chimie, l'industrie pharmaceutique et l'hôtellerie. Elle représente également ses clients dans les procédures d'annulation, d'exécution et dans les contentieux liés à l'arbitrage devant les juridictions françaises. Enfin, Julie Spinelli intervient régulièrement en tant qu'arbitre et elle est référencée sur la liste d'arbitres du CMAP. Merci pour votre participation. Monsieur Hubert Bitan, il est docteur en droit, il est ingénieur télécom et informatique, il est expert près de la Cour pénale internationale et près des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles. Il est expert en informatique près de la Cour de Paris, agréé par la Cour de cassation honoraire. Il est chargé d'enseignement à l'Université Panthéon-Assas Paris 2 et il est directeur de session de formation à l'École nationale de la magistrature. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Sébastien Partida, il est senior counsel chez Adobe. Il est docteur en droit et spécialiste en arbitrage international. Il a débuté sa carrière dans le secteur pétrolier avant de rejoindre l'industrie technologique. Après avoir géré des contentieux complexes pour la filiale française Hewlett-Packard Enterprise, il pilote aujourd'hui chez Adobe la négociation d'accords et stratégies en SaaS, Cloud, IA, dans les zones EMEA et LATAM. Il est membre de la commission in-house de la ICC France et il est enseignant à l'école de barreau de Paris où il intervient régulièrement pour des enjeux juridiques liés aux technologies et aux modes alternatifs de résolution des différends. Donc, merci à tous pour votre présence et merci aussi à ceux qui sont connectés en ligne. S'agissant de la configuration de cette intervention, donc, nos intervenants seront prêts à prendre les questions au fur et à mesure qu'elles seront posées. N'hésitez pas, pour ceux qui sont aussi en présentiel, de poser des questions directement aux intervenants. Et donc, sans plus tarder, la parole est à vous. Merci. Merci Lina. Merci pour cette présentation. Effectivement, merci à tous d'être là physiquement, virtuellement avec nous ce matin. Comme Lina vous le disait, n'hésitez pas à avoir un échange interactif avec nous, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir discuter des différents sujets ensemble. Et nous le ferons aussi, nous, de notre côté. Effectivement, aujourd'hui, il se ressort des études de façon assez claire que les projets informatiques génèrent des insatisfactions pour des raisons diverses et variées et un sentiment souvent d'échec, ressenti ou avéré, chez les clients, qui se justifie par différentes raisons. Et en tout cas, des enjeux importants derrière, que ce soit pour les clients ou les prestataires, puisqu'on sait que chez les prestataires, les enjeux sont à la fois réputationnels et financiers dans le cadre de ce type de litige. Chez les clients, il y a un gros sujet organisationnel, puisqu'ils mobilisent souvent beaucoup de temps et d'argent aussi pour la mise en place de ce type de projet. Et on se retrouve très régulièrement dans des situations complexes de frustration, avec des contentieux qui émergent liés à des projets informatiques qui s'avèrent être un échec total ou partiel. À cela, la réponse judiciaire, qui est la réponse première qui est apportée en général, s'est avérée très souvent insatisfaisante. On le voit dans le cas des dossiers que l'on peut mener. Il y a de nombreuses raisons à cela. Tout d'abord, puisque le débat qui sera celui qu'on aura devant le juge sera un débat juridique nécessairement, qui impose et qui va poser des questions très complexes.
on va se retrouver à avoir des débats très longs, déjà sur la qualification même du contrat, qui donne lieu à une jurisprudence variée, parfois inconstante, selon le juge dans lequel on va se trouver. Et il y a déjà un premier obstacle qui va être de savoir sous quel contrat on va se trouver, un contrat d'entreprise ou un contrat de vente. Si vous êtes sous un contrat de vente, vous avez accès à la théorie des vices cachés, ce que ne sera pas le cas du contrat d'entreprise. Donc, il y a un enjeu majeur derrière cette qualification. Donc, on va avoir des débats très longs et très complexes sur ce point juridique d'ores et déjà. On va aussi avoir de nombreux débats sur quels sont les engagements contractuels qui vont donner lieu au débat qu'on aura pour qualifier ou non une non-conformité et qui aura motivé l'échec du projet. Ces engagements contractuels dans le cadre des contrats informatiques, ils sont souvent complexes à déterminer parce que les contrats sont déjà plus ou moins bien rédigés, il faut l'admettre. On a quand même des contrats qui sont extrêmement lapidaires parfois, pas très carrés, ou qui renvoient à des annexes qui elles-mêmes ne sont pas très carrées. Et la rédaction du contrat informatique n'est pas toujours très simple. Elle l'est d'autant moins que les projets informatiques, on le sait, évoluent avec le temps. Et on peut avoir signé un accord à l'origine qui a évolué avec le temps, mais dont l'accord contractuel, lui, est resté comme il était ab initio. Alors, le juge se retrouve face à cela, il va chercher des spécifications contractuelles qui n'existent pas toujours, il va se référer parfois à des cahiers des charges, quelle est la hiérarchie entre les différentes documentations contractuelles. Et là, à nouveau, nous avons des débats sans fin assez complexes. Autre élément de débat fréquemment devant les magistrats, la question de l'obligation qui pèse sur le prestataire, au-delà de son obligation de délivrance conforme. Il y a beaucoup de débats sur l'obligation de conseil, d'information, de mise en garde potentiellement du client. Est-ce une obligation de résultat? Est-ce une obligation de moyens? Une obligation de moyens renforcée? Là encore, la jurisprudence a pu rendre des décisions parfois disparates sur le sujet. Et le sujet est crucial puisque souvent on se retrouve dans ce type de dossier avec des clients assez frustrés qui vont nous expliquer ne pas forcément avoir compris l'enjeu du contrat, ne pas s'être fait expliquer les tenants aboutissants et les limites du projet. Derrière cela, nous avons aussi une jurisprudence qui a pu varier sur la valeur d'un PV de réception. Un PV de réception signé, aujourd'hui la jurisprudence, certaines décisions ont pu nous dire que ce n'est pas parce que le PV de réception est signé que le client ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conformité postérieurement à la signature du procès-verbal si le produit est qualifié de complexe. On va considérer qu'il aura un certain temps postérieurement à cette signature pour faire état d'un défaut de conformité du produit. Là encore, je vous laisse imaginer les débats qui peuvent avoir lieu devant un magistrat pour ces points-là. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on a pu avoir ce débat sur la faute, la non-conformité éventuelle, etc., on a des débats sans fin sur la qualification d'un lien de causalité entre cette faute et un dommage et le préjudice qui peut en résulter. Puisque là encore, et on a souvent recours là aussi, on en reparlera des expertises, mais qualifier le préjudice qui résulte d'une non-conformité dans un cas d'un contrat informatique est souvent très difficile à démontrer. On a un sujet de preuve, puisqu'il va y avoir de nombreux préjudices qui vont être allégués, notamment des préjudices aussi financiers du côté du client, le temps passé pour la mise en place d'un projet sur de nombreuses années, la désorganisation que cela a causé à l'entreprise, par exemple. Et ce sont des préjudices qui sont difficiles à démontrer et donc difficiles à être reçus par un juge derrière. Donc cela aboutit à des situations souvent très insatisfaisantes, des contentieux qui sont très longs, dans lesquels il faut appeler des experts judiciaires, puisque bien évidemment le juge n'a pas la connaissance technique pour apprécier l'enjeu du dossier. Aujourd'hui, on sait que l'expertise dans le cadre d'un contentieux judiciaire, l'expertise amiable ne suffit pas. Il nous faut des expertises. On peut avoir une expertise amiable qui va être fournie à un magistrat. On peut avoir une expertise unilatérale qui est fournie à un magistrat. Elle doit être étayée par des éléments complémentaires. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une expertise judiciaire qui va se superposer. Donc, des coûts, du temps supplémentaires dans le cadre du dossier. Je l'ai vécu récemment, on a eu une procédure de première instance avec des expertises de parties, et puis finalement, la Cour d'appel, dans le cadre de la procédure en appel, il a été décidé qu'une expertise judiciaire était nécessaire. Donc, 4 ans plus tard, on se retrouve à avoir une première expertise judiciaire après avoir déjà eu des expertises de parties. Donc, c'est extrêmement fastidieux, c'est long, c'est coûteux, et par ailleurs, il y a un aléa qui est très important, puisque les décisions, encore une fois, ne sont pas coordonnées. On se retrouve parfois avec des jugements de Salomon, puisque les magistrats voient bien que le prestataire consacre du temps, de l'énergie à un projet dont il n'a pas souhaité l'échec. Son objectif est que ça fonctionne. Et par ailleurs, on a des clients frustrés qui sont mécontents, qui ont consacré du temps à un outil qu'ils ne vont peut-être pas utiliser, en tout cas pas totalement. Et donc, on se retrouve avec parfois des décisions un petit peu mi-figue, mi-raisin pour prendre en compte cette situation finalement de chaque partie, ce qui n'est pas toujours très satisfaisant.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se tourne beaucoup vers des outils alternatifs pour régler ce type de contentieux, et parmi lesquels on va évoquer aujourd'hui deux d'entre eux, à savoir l'arbitrage et la médiation, et voir comment s'inscrit l'expertise qui est fondamentale dans ce type de contentieux dans le cadre de ces outils alternatifs. Alors, s'agissant de la médiation, je vais évoquer pour ma part, et puis je viendrai un peu sur les sujets arbitrage. La médiation répond aux différents points qu'on a pu évoquer précédemment à différents égards. Pourquoi? Déjà parce que dans le cadre de la médiation, on va avoir un espace qui va être totalement confidentiel. Cet espace confidentiel va permettre aux parties d'évoquer les sujets qu'elles ont pu rencontrer dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prestation informatique de façon totalement libérée. Le prestataire qui va, lui, se retrouver face à un enjeu réputationnel important va pouvoir librement évoquer le sujet avec son client sans avoir la difficulté de se dire demain, potentiellement, j'ai une décision qui va condamner mon outil et qui va être publique. C'est du vécu dans le cas d'un dossier où l'enjeu était pour le prestataire d'intégrer tout un marché d'une profession réglementée. Il avait un contentieux vis-à-vis de l'un d'entre eux. Une décision de condamnation rendue, c'est le signal au marché que son outil n'est pas fonctionnel pour la profession en question. Donc, c'est abandonner totalement un marché. Donc, dans le cadre de la médiation, ce risque est maîtrisé. Ensuite, dans le cadre de la médiation, on va se concentrer sur les besoins des parties. On va se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, le pourquoi, le comment, plus que sur l'enjeu juridique, plus que sur la qualification d'un contrat, par exemple, est-ce un contrat de vente, un contrat d'entreprise, plus que sur la preuve en elle-même des préjudices. Quand bien même on sait que dans le cadre de la médiation, les avocats sont présents et le débat juridique existe puisqu'il fait partie de la discussion. Mais il ne va pas être seul et il ne va pas prédominer. Donc, on va pouvoir avoir des échanges qui vont se concentrer sur quel est le réel besoin des parties en question, ce qui est quand même très important. Il faut savoir que la médiation aussi, c'est un outil qui est rapide. D'ores et déjà parce qu'on en fait un peu ce qu'on veut. Donc, si on veut que ça aille vite, ça ne dépendra que des parties. La médiation, le principe de la médiation, c'est d'avoir un dialogue entre les parties, d'avoir des réunions, d'avoir des échanges. Donc, on va pouvoir organiser cela dans des temps très courts. On peut avoir des médiations qui vont prendre 1, 2 réunions. Donc, en un espace de temps assez circonscrit, on peut arriver à résoudre certains litiges, pas tous, mais en tout cas certains, ce qui permet quand même d'éviter derrière des procédures qui peuvent être longues et fastidieuses. Et donc, c'est un atout qui peut être assez considérable dans des sujets où on sait qu'au judiciaire, ça va pouvoir prendre 3, 4, 5 ans. Autre atout de la médiation, c'est aussi son coût, manifestement, puisque qui dit peu de temps, peu de réunions, un médiateur, ça se fait globalement au temps passé, donc nécessairement, on a un coût qui est largement maîtrisé, contrairement aux procédures qui vont encore une fois être longues, donc plus coûteuses. Là où on aura un débat et on va pouvoir aussi en discuter, mais c'est quand même important de se dire que dans le cadre d'une médiation, on peut aussi avoir un débat technique. Dans le cadre de ce type de contentieux, le sujet technique est nécessairement très important, parce que le problème de base, en général, c'est de dire ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, et donc d'aller comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et il faudra toujours un œil technique, un œil d'expert pour venir tout de même expliquer cela aux parties, quand bien même on se retrouvera en médiation. Sinon, on va se retrouver avec une partie qui nous dit ça fonctionne, l'autre qui nous dit ça ne fonctionne pas. On peut avoir l'intervention d'un avis technique dans le cadre d'une médiation. On peut très bien venir en médiation avec un avis technique d'ores et déjà fait par chacune des parties, ça m'est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, on peut très bien avoir des échanges sur la base de ces rapports techniques qui ont déjà été faits. Mais on peut aussi ressentir le besoin dans le cadre d'une médiation d'avoir un œil supplémentaire et coordonné par les deux parties pour avoir un rapport d'expertise et avoir cet élément supplémentaire dans le cadre des discussions. Cet avis technique, il va venir s'inscrire dans la médiation et l'idée et l'objectif pour le médiateur est que cela puisse facilement et de façon la plus fluide possible s'inscrire dans la médiation. Alors, il y a certains enjeux, puisque la médiation, notamment, elle va être circonscrite dans un certain temps, surtout si elle est judiciaire. On sait que la médiation judiciaire, c'est 3 mois plus 3 mois. Donc, il faut qu'on arrive à caser une expertise potentiellement un peu fastidieuse dans ce laps de temps. Mais on a des outils. On a des outils et on sait par exemple que si la médiation judiciaire n'est pas suffisante, on peut très bien basculer en médiation conventionnelle et dans ce cadre-là, prendre le temps qu'il faudra pour terminer les opérations qui sont en cours. Ce qui va être très important à ce moment-là, c'est de bien cadrer l'intervention de l'expert avec les parties. Et cela, il faut le faire en amont, puisque ensuite, ce sera trop tard. Et dans ce cadre-là, ma recommandation, c'est vraiment de travailler sur la lettre de mission de l'expert avec les parties en amont et de bien travailler tous les sujets que les parties veulent voir traités et comment. Donc, il faut traiter la durée de l'expertise, comment elle va se passer, les échanges de documents,
les honoraires du médiateur, qui prend en charge quoi, mais aussi la carence potentielle d'une partie. Parce qu'on sait très bien aussi, par exemple, qu'on peut se mettre d'accord sur un processus et qu'une partie ne va pas jouer le jeu. On peut prévoir dans la lettre de mission que l'expert ira au bout de sa mission sur la base des éléments qui lui seront transmis et que chaque partie accepte en amont de reconnaître ce mode de fonctionnement, par exemple, qui permet aussi d'éviter d'une certaine façon le sujet. Mais encore une fois, on est dans le cas d'une médiation. Donc l'objectif des parties, normalement, c'est d'avoir ce dialogue. Ce n'est pas de faire obstruction. On n'est pas dans un cadre judiciaire et la médiation est totalement confidentielle. Donc elle ne devrait pas avoir intérêt à bloquer le processus de l'expert. Un point très important que j'ai eu encore en débat récemment, c'est qu'est-ce qu'on fait du rapport? On a une médiation, on a un expert qui rend un rapport, mais on ne trouve pas d'accord. Ça peut arriver. Mais on a ce rapport qui existe et qui a été fait de façon contradictoire, ce qui est quand même très utile. Et là, tout est possible, encore une fois, mais il faut le décider en amont. Il faut décider en amont de se dire, voilà, aujourd'hui, les parties sont d'accord pour aller en expertise dans le cadre de la médiation. Elles souhaitent, si jamais elles n'ont pas d'accord, pouvoir utiliser le rapport dans le cadre de la procédure qui aura lieu en arbitrage, en contentieux demain. Ou pas. Et dans ce cas-là, elles se mettent aussi d'accord pour rester dans un cadre strictement confidentiel et que les conclusions de l'expert restent dans ce cadre confidentiel. Mais encore une fois, c'est vraiment des sujets, il faut prendre le temps en amont de bien cadrer ces sujets-là pour que l'expertise soit profitable et qu'elle évite de nourrir des contentieux, des litiges dans le cadre de la médiation. C'est très important. On pourra y revenir et on a ici un œil peut-être un petit peu différent sur le sujet, ou en tout cas qui pourra nourrir les échanges sur ce point-là, mais en tout cas, ça existe et c'est possible. Autre point important que je voulais souligner, c'est que la médiation dans le cadre des contentieux informatiques, ce n'est pas que la médiation qui va viser à résoudre un litige. Il existe ce qu'on appelle la médiation de projet, qui est particulièrement intéressante dans le cadre de ce type de contentieux. La médiation de projet elle nous permet d'intervenir très en amont, c'est-à-dire avant même qu'il y ait le moindre litige. Dans ce type de projet, comme ça va être le cas, par exemple, dans le domaine de la construction, on connaît très bien la médiation de projet dans le cadre des dossiers construction, le médiateur peut avoir un intérêt tout à fait distinct de le faire intervenir dès le départ pour déminer, moi j'appelle ça identifier les signaux faibles, dès le début du projet. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans les projets informatiques, nous, dans le contentieux, on le voit quand le contentieux est déjà là, c'est trop tard. C'est trop tard et j'en arrive. Bon, voilà, ce qui est fait est fait. Potentiellement, le client a déjà changé d'outil. Le conflit est déjà consumé, donc il n'y a plus d'entente possible et on est déjà sur une phase très compliquée. On va finalement essayer de détricoter un conflit, mais qui est déjà sur une relation consommée. Alors qu'on voit bien que si on avait fait quelques démarches en amont pour que les parties se comprennent et s'entendent, on aurait peut-être évité d'en arriver là. Et pourquoi? Parce que vous avez un client qui a souscrit un contrat qu'il n'a pas forcément totalement compris, qu'il n'a pas cherché à comprendre. C'est très compliqué tout ça. Le contrat lui-même n'est pas très nourri parce que les contrats sont souvent encore aujourd'hui de plus en plus nourris, mais encore aujourd'hui parfois lapidaires. Et puis au fur et à mesure de l'exécution du projet, les choses dérapent. Elles dérapent, on ne s'en parle pas forcément, et puis tout le monde ne comprend pas tout. On fait des réunions avec des comités de pilotage, mais tout n'est pas forcément clair, petit à petit, jusqu'au jour où il sera trop tard. Et donc, vous avez un client qui en a marre, qui a pris sur lui pendant un certain temps, qui n'a rien dit. Vous avez un prestataire qui a mis beaucoup de ressources dans le cadre du projet, qui estime avoir fait ses meilleurs efforts, qui n'a pas un client réceptif, qui en face lui permet d'exercer, d'aller au bout de son projet, et ça va être trop tard. Dans le cadre de la médiation de projet, vous pouvez avoir une clause d'ores et déjà dans le contrat de prestation informatique. Si vous n'avez pas la clause, vous pouvez le décider une fois que le projet est lancé. Et vous allez avoir un médiateur qui va venir accompagner les parties tout au long du projet. Il ne va pas ajouter à ce qui existe, il va s'inscrire dans ce qui existe pour ne pas alourdir le process. Très souvent, comment ça se passe? Il va être présent au comité de pilotage, au comité de gestion des risques sur le projet, et il va dialoguer avec les parties sur les différents sujets en cours. L'idée, c'est qu'il soit là, qu'il observe, qu'il entende, qu'il pose des questions qui iront bien pour permettre d'identifier en amont qu'est-ce qui pourrait devenir demain un litige entre les parties et lui permettre d'intervenir auprès des uns et des autres pour que les questions qui pourraient poser sujet soient traitées. Et elles soient traitées dès le départ où les parties peuvent encore se parler, où le projet est encore dans le bon calendrier. Je vous dis ça parce que l'exemple type qu'on peut rencontrer, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'on met le sujet sous le tapis, le calendrier dérape, le client commence à être un peu crispé. Ça arrive très souvent dans les projets informatiques parce que le calendrier est souvent prévisionnel parce que ce sont des sujets très complexes à mettre en place.
Le prestataire, lui, multiplie ses ressources parce qu'il veut arriver au bout et puis finalement, il a besoin d'un peu plus de ressources que prévu et le calendrier s'allonge. Et vous avez une frustration et puis finalement, personne ne dit rien. Et puis au bout d'un moment, le client dit j'en ai marre, on a 2 ans de retard, c'est pas possible, j'arrête tout. Si on prend le sujet en amont, si le prestataire explique les choses en amont, si le client a conscience du problème très tôt, si on met en place des nouveaux calendriers, de nouvelles échéances assez rapidement, on peut éviter d'en arriver là. Et ça, ce sont des exemples assez fréquents, mais il y en a d'autres, des crispations et des litiges qui ensuite se répercutent dans le cadre des contentieux informatiques qui peuvent être évités. Donc la médiation de projet, elle a, à mon sens, un grand avenir dans ce type de contentieux. Elle n'est pas souvent encore connue et c'est un peu aussi notre travail de le faire. Le CMAP a un service de la médiation de projet dédié notamment au sujet de contentieux informatiques et il ne faut pas hésiter à s'en servir dans le cas de ce type de litige. Et il faut savoir aussi que la médiation de projet n'empêche pas une médiation classique. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans le cadre de la médiation de projet, il y a quand même un sujet qui devient litige, on pourra faire une médiation à ce moment-là sur ce point-là, mais elle aussi traitée très en amont. Et on pourra repartir potentiellement sur une médiation de projet par la suite. Donc c'est très souple. On peut s'adapter selon les besoins et selon la vie du projet informatique. Voilà, donc faut savoir qu'aujourd'hui, les dossiers, selon les statistiques CMAP, les dossiers liés au contentieux informatique sont 10 à 15% de la totalité des médiations reçues au CMAP. Et ce sont des chiffres qui ont tendance à croître. Donc, c'est une réalité qu'on doit prendre en compte et je pense qu'il y a un véritable avenir sur le sujet, d'autant que, dernier point que je voulais évoquer, la médiation, c'est un outil souple qui peut s'articuler avec d'autres outils. La médiation, ça peut être la médiation seule, et si on a un accord, très bien, mais ça peut être aussi un outil qui permet de nourrir un arbitrage notamment. Elle peut intervenir avant, après, pendant, on va en discuter. Et Julie nous fera cette présentation plus axée arbitrage. Peut-être que dans l'intervalle, Sébastien, tu veux nous apporter un éclairage plus… Oui, alors je ne sais pas si c'est un éclairage, je vais commencer par une question, malheureusement. Non, c'est hyper intéressant le sujet de la médiation de projet parce que je me disais, enfin, ça fait plusieurs années que je me dis que ce serait bien d'avoir des dispute boards dans l'informatique. Bien sûr. Et en fait, c'est exactement ce mécanisme-là. Simplement, c'est vrai que je ne l'ai jamais vu dans ma pratique. Je ne pense pas Non, mais c'est une connaître dans le domaine. Voilà. Et je pense que c'est une super idée, effectivement, parce que dans ma pratique, justement, j'ai vu beaucoup de longs projets, de grands projets informatiques qui traînaient parce que des expertises étaient faites et parfois avec des super experts, mais voilà, il y avait de la mauvaise foi peut-être de part et d'autre des parties prenantes. Et c'est vrai que parfois, c'était compliqué. Et à chaque fois, je me disais, bon, ce serait bien d'avoir peut-être une approche plus holistique. Et c'est vrai que c'est ce type de mécanisme, je pense qu'il faut plébisciter, qu'il faut encourager parce que dans la construction, ça marche très bien. Je pense que les 3/4 des litiges sont prévenus sur les grands chantiers, sur les grands projets d'infrastructure, grâce au dispute board. Donc c'est vrai que si on pouvait mettre en place des mécanismes similaires dans le monde informatique, ce serait super. D'autant plus qu'on voit de manière générale la taille que prennent aujourd'hui les projets informatiques, les grands projets d'infrastructure, que ce soit au-delà des data centers, sur tout ce qui est réseau et objets connectés par la suite. C'est vrai qu'on a des infrastructures informatiques aujourd'hui qui sont phénoménales, enfin, que ce soit en termes de taille, d'importance économique aussi. Voilà, on est à l'époque de l'IA aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup d'argent en jeu. Ça prend du temps aussi de construire, de mettre en place toutes ces infrastructures informatiques. Et c'est vrai qu'on en arrive finalement à des problématiques totalement comparables à celles du droit de la construction qui sont, voilà, dans lequel que ce soit en matière d'arbitrage ou de médiation, voilà, on a beaucoup de praticiens qui sont chevronnés en la matière et d'avocats aussi spécialisés dans ce type de contentieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive finalement à une situation quasiment d'équivalence entre l'informatique et la construction, d'un point de vue purement conflictuel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Non, mais c'est très important d'avoir cette perspective. Petit commentaire. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit pour traiter les contentieux. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de gérer des contentieux judiciaires en la matière, avec ce recul de se dire, mais il y avait des choses à faire en amont. Quel dommage. Et la réponse judiciaire qui est longue et coûteuse, alors même si les avocats aiment beaucoup traiter les dossiers longs et coûteux, reste peu satisfaisante par rapport aux enjeux du dossier, par rapport aux projets ab initio.
que c'est extrêmement dommage de ne pas essayer de participer, de construire quelque chose avec les parties, plutôt que d'en arriver à gérer un conflit qui va finalement être coûteux. Et alors, la question, en fait, parce que je reviens, c'était quoi, effectivement, enfin, à quel moment on décide d'avoir recours à la médiation de projet? Est-ce que c'est en amont, au moment de la négociation contractuelle, ou est-ce que c'est une fois que le projet a commencé? Idéalement, je pense qu'il faut le prévoir dans le contrat. Ça permet aux parties d'ores et déjà, quand elles mettent en place leur projet, de se mettre d'accord sur la façon dont elles vont le traiter dès le départ. Elles peuvent toujours le faire une fois que le projet est lancé, bien évidemment, mais c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que le médiateur aura nécessairement été absent au départ, au lancement du projet. Et tant qu'à faire, s'il peut être là dès le départ, il va avoir une connaissance 360 du sujet et des parties, donc c'est préférable. Mais ça peut arriver à tout moment, c'est l'avantage aussi. Donc, c'est dans la gouvernance générale du projet qu'il faut Exactement. l'anticiper. Exactement. Et une petite question, est-ce que, comme dans l'arbitrage, ça se pose parfois, on peut nommer le médiateur dans la médiation de projet dans le contrat? Ou est-ce qu'on dit ce sera un médiateur? Tu peux le nommer, Ouais. avec le risque toujours que ce pauvre médiateur, il lui arrive quelque chose et qu'il ne soit plus des nôtres dans la foulée, ce qui est toujours le sujet aussi quand on veut nommer ad nominem un arbitre. Vraiment pas disponible. Voilà, donc en général, on essaie d'en mettre plusieurs pour éviter de se retrouver en difficulté. Mais Et là, comme ça démarre tout de suite. Mais Mais voilà. c'est compliqué parce que c'est pas quand il y aura un problème, mais nommer un médiateur de projet, il démarre tout de suite. Et puis, en général, à ce stade-là du projet, tout le monde s'entend bien, donc il n'y a pas de difficulté à discuter de personnes s'il y avait une difficulté avec celui-ci, etc. Mais effectivement, la nomination dès le départ d'une personne identifiée qui a la confiance des parties, c'est très important parce que lui, il est là pour ça, avoir la confiance des parties et les aider à construire leur projet. D'accord. Je vais dire un mot sur la médiation. J'ai des doutes sur une réussite d'un médiateur dans des projets importants. Par exemple, aujourd'hui, je vis un dossier. J'ai commencé à la construction du contrat. Ça fait 3 ans que le projet se déroule. 4 avenants. Donc, je représente une partie, une des plus grosses sociétés françaises, et en face, une des plus grandes sociétés d'informatique. Il y a aussi quelqu'un qui est un peu mon alter ego, et on est à 2 à trouver des solutions, pendant que les équipes travaillent, évoluent, se disputent, des mails, des machins, etc. Et les termes techniques, la compréhension technique sur les problèmes de performance, des plannings, des choses comme ça, le médiateur, je ne vois pas un médiateur qui arrive en plein milieu d'un projet, il doit faire un investissement gigantesque. 1. 2, il doit parler aux 2 parties parce qu'il y a des concepts que chacune des 2 parties a une définition différente. Donc, comment embrasser tout ça et pouvoir intervenir en disant, tiens, sur ce point, il faudrait que vous fassiez ça et ça. Donc, ils vont contester les parties et tout, et le médiateur va être noyé. Vous voyez, moi qui vis sur ce projet-là, tous les jours, je me dis, quand est-ce que ça va exploser? Donc, un médiateur qui arrive comme ça, j'emploie une expression comme un cheveu sur la soupe, il s'en sortira pas. Il faut une très grande maîtrise juridique, une très grande maîtrise technique. Et quelle technique? Le sujet du projet. Parce que les techniques, il y en a des milliers. Donc, il faut maîtriser ça pour parler aux différents interlocuteurs de chacune des parties. Donc, j'ai beaucoup de doutes. Mais est-ce que ce n'est pas l'intérêt d'avoir le médiateur dès le départ du projet, précisément, pour qu'il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, il soit là et il maîtrise le projet dès le départ? Oui, mais regardez, je vais vous dire la difficulté. Imaginons qu'on prenne un médiateur qui est là au début. Il va suivre. Moi, j'ai travaillé depuis la première ligne du contrat, jusqu'à je suis en train de faire le 4e avenant. Admettons qu'il soit là. Il voit des choses se passer, des échanges, etc. Est-ce qu'il attend qu'il y a une difficulté qui naît entre les parties pour intervenir? Ou est-ce que, au milieu des flux d'échanges, des milliers de mails matin, midi et soir, elle va dire, attends, non, dans ce mail-là, vous dites ça, mais je ne crois pas.
ça ne sera pas crédible. Alors, le médiateur, il ne donne pas de solution et de position aux parties. Ce Mais n'est qu'est-ce pas qu'il son fait rôle. dans le projet alors? Dans Qu'est-ce le qu'il fait? projet, il accompagne les parties pour Faisant qu'elles quoi? puissent dialoguer Mais allons et qu'elles au fond. trouvent ensemble leur solution. Oui, mais qu'est-ce que ça veut Mais dire ce n'est pas accompagner? lui qui va leur dire, vous devez faire ci D'accord. ou ça. Mais C'est important, qu'est-ce- ça. D'accord. Pas le même rôle. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? C'est le rôle du médiateur De- de faire dialoguer les parties. Donc, dans ce cadre-là, vous êtes un expert, vous allez donner un avis technique et vous avez une position technique sur un dossier, c'est bien normal. Et heureusement qu'on vous a. Mais le médiateur, il n'a pas le même travail. Lui, son rôle, Oui. c'est de travailler avec les parties Oui. pour qu'il y ait une confiance qui s'installe et qu'on puisse identifier les signaux faibles pour qu'elles puissent ensemble les déminer et les traiter. Mais il ne va pas dire à une partie, vous devez faire ci ou il y a ça dans tel email qui ne va pas. Il va distinguer qu'il y a des emails où il y a des sujets qui émergent de conflits entre elles potentiels et il va faire en sorte qu'elles puissent les traiter. Mais ce n'est pas le médiateur, il n'a pas de pouvoir décisionnel. Il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas du tout le même rôle. Alors, imaginons qu'il y a un différend, il y a une visioconférence, il y a des représentants des deux parties, le médiateur est là, et il y a un différend sur un problème technique. Qu'est-ce qu'il va faire, le médiateur? Voilà, il y a le différend. Il est passé sur la table. Alors, Chacun- on peut reprendre tous les b.a.-ba de la médiation, mais Non. le rôle du médiateur, c'est de C'est pour ça que j'ai des difficultés. Je ne parle pas du média, je parle de la médiation médiation de de projet. projet. Mais comme on le fait dans le domaine de la construction, Oui, mais Ce c'est sont pas des la sujets même très chose. bons. C'est pas la même chose. bah si, Il y a un élément de réponse qui peut être à votre question qui est totalement légitime, et ça soulève le débat du médiateur expert technique, je dirais, d'un domaine. Donc après, il faut qu'il garde toute sa effectivement, neutralité par rapport dessus, mais au moins, on dépasse le sujet effectivement du vocabulaire technique et de la compréhension. C'est énorme. C'est énorme. Après, effectivement, il va jouer son vrai rôle de médiateur, mais il pourra travailler d'autant plus facilement qu'il aura une connaissance du vocabulaire technique et de la réalité effectivement du métier. Ça, c'est un élément de réponse. Un autre élément de réponse que moi j'ai eu sur des dossiers effectivement informatiques, sur des contrats. Sur un gros dossier, on avait mis une personne qui était formée au contract management de chaque côté, effectivement, dans un comité de pilotage, et qui savait donc gérer effectivement ces éléments de langage, cette neutralité, les besoins et les intérêts. Voilà quelques éléments de. Moi, j'y crois. Donc, il faut une maîtrise. Il faut une maîtrise. Et d'ailleurs, votre profession a créé un conseil de la médiation pour que les experts justement intervenir dans le cadre des médiations de projets et accompagner les projets en question. Parce qu'effectivement, comme dans le domaine de la construction, on ne s'improvise pas expert en la matière. Et si on ne comprend rien à ce qui se passe dans les réunions, ça va être compliqué. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais après, on peut même rajouter, vous parlez des contrats de construction. Moi, je ne suis pas un spécialiste des contrats physiques. Ouais. Mais effectivement, les règles ont évolué. Et effectivement, il y a tout au long du projet, effectivement, il y a des comités qui se mettent en place, qui proposent des solutions qui sont mises en œuvre, jusqu'à temps éventuellement qu'il y ait un recours final. Donc, dans les contrats physiques aussi, on a de la matière. On peut aller chercher, effectivement, je pense, sur ce type pour les contrats informatiques. Oui, tout à fait. Et moi, je vois un intérêt quand même à ce que le médiateur soit là dès le début, parce qu'on peut discuter de l'intérêt d'une médiation dans un. Moi, j'ai fait effectivement, une médiation dans l'informatique. Il faut quand même savoir un peu de quoi on parle, mais souvent, on en parle quand même un peu moins bien que ceux qui sont dans le métier. Mais il y a un truc qui est pire, c'est quand on arrive, qu'il y a eu 1 an ou 2 ans de trucs qui se passent bien et de trucs qui se passent moins bien. Donc, l'intérêt, là, au début, moi, je vois le médiateur dans une médiation de projet comme ça, assez comme inerte, tant qu'il n'y a pas de problème, mais au moins, il a suivi. Donc, quand il n'arrive pas à la salle de médiation, alors c'est quoi votre problème? Parce que là, déjà, les parties, elles disent, mais c'est qui ce mec-là? Donc voilà, il est assez anonyme tant que ça se passe bien, mais il a quand même le savoir à partir du moment où ça commence à dérailler. Alors, dites-moi si je me trompe, dans les médiations classiques, c'est-à-dire, il y a un différend, et puis on va avoir un médiateur. Moi, j'ai fait quelques médiations, elles se sont toutes, il y en a qui ont été interrompues parce qu'une des parties n'était pas d'accord, etc. Mais celles qui sont allées jusqu'au bout, c'est un accord financier. Il n'y a pas de débat sur le contenu du projet, pourquoi il n'est pas arrivé, quel est le fautif. On arrive à trancher le truc sur uniquement un aspect financier. Est-ce que c'est ça la réalité? Moi, j'en ai fait 4 ou 5 de médiation. Vous avez une plus grande expérience. Et donc, ma question, c'est, est-ce que la majorité des contentieux en médiation se termine par une transaction financière?
Alors oui, dans le sens où il y a les questions qui peuvent se poser, c'est l'outil, est-ce qu'on l'utilise ou pas, et si oui, Voilà, comment? j'arrête, je m'en. Voilà. Voilà, Et puis, j'ai payé tant, je ne veux pas payer. C'est ça. et après, C'est bien ça. effectivement, mais il y a un besoin de compréhension de part et d'autre pour arriver à avoir une discussion financière sur le pourquoi ça ne marche pas. Parce que sinon, les parties ne lâcheront pas sur ce qu'elles attendent Ouais. de leurs prétentions financières. Et puis, ça atteint des montants importants quand on sait que ça a pu monopoliser une entreprise, quand elles ont changé d'outil parce qu'elles ont dit ça ne marche pas, donc j'ai carrément changé d'outil. Voilà. Et Parce que- c'est là où on a les deux débats dans le cadre des médiations et que c'est important d'avoir aussi cet apport technique. Moi, je pense, enfin, moi, je vis beaucoup dans les expertises. Quelles sont les deux difficultés dans les expertises judiciaires? C'est le temps et le coût. Et les patrons des sociétés, à la fin, quand les coûts sont énormes, que les projets sont énormes, il veut arrêter. Il veut arrêter. Et peut-être que la médiation, là, elle peut apporter quelque chose. C'est-à-dire, on tranche le litige au plan financier et on arrête. Mais j'ai des doutes sur la médiation de projet. Alors, sur la médiation classique, moi, j'avais quelques questions. Quand on a besoin d'un expert, hein, je parle. Médiation ou arbitrage? Et je me suis posé 5 questions. Qui rédige la mission? Après avoir écouté les deux parties, vous avez un médiateur, les deux parties sont là, et il faut une expertise pour trancher le litige. Qui va rédiger la mission? Il va écouter les parties, ok, chacun va dire, mais quel est celui qui va rédiger la mission? C'est le médiateur? Non. Non, c'est qui? Ce sont les avocats, les parties ont des brillants avocats qui font ça très bien. Ah oui, non, mais ça, Vous savez, je vais vous dire, c'est tellement bien les propositions de mission d'avocat que le juge, quand il reçoit les deux missions, il les agrège tous les deux. Et donc, on a des doublons. Ah non, Est-ce qu'on c'est une ferait pas, est-ce qu'on ferait pas une présentation de l'arbitrage Pour qu'on puisse et poser des vos questions caractéristiques sur les et comme deux. ça on Je enchaîne. vous laisse. Allez-y. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Sinon on va répondre à des questions avant même d'avoir. Vous avez raison. Les questions que je pose, elles s'adressent aux deux. Exactement. À vous. Comme ça À reste- vous. ça À reste- vous. Et je vais être bref, parce que je pense que tout le monde À vous. connaît l'arbitrage, mais je pense que dans ce domaine en particulier, l'arbitrage est plus que pertinent, qu'il répond à pas mal de caractéristiques distinctives des contentieux technologiques. Et je pense notamment, évidemment, en premier lieu, la complexité technique et les spécificités sectorielles des contentieux technologiques, mais aussi du besoin majeur généralement de confidentialité, non seulement à raison des données qui sont échangées dans ce genre de projet, mais aussi de la réputation commerciale des entreprises qui sont impliquées. Il y a également la dimension souvent, alors pas tout le temps, mais souvent internationale auquel vient répondre l'arbitrage, et je vais y venir. Mais également ce besoin justement de rapidité de tous ces contentieux technologiques qui généralement, à raison de l'innovation qui va toujours plus vite, nécessitent une réponse également rapide. Et l'arbitrage vient répondre à tout ça. En premier lieu, puisque l'arbitrage offre cette flexibilité qu'offre également la médiation, où on peut penser à toutes sortes d'organisations sur comment intégrer l'expertise. On peut l'intégrer au début, on peut l'intégrer au milieu. Ça peut être une expertise de partie où chaque partie vient avec son expert. Ça peut être un expert nommé par le tribunal en plus des experts parties. On peut mélanger avec commencer par une médiation dans laquelle il y aurait une expertise et ensuite se mettre d'accord pour utiliser le rapport d'expertise ou bien avoir une nouvelle expertise au sein de l'arbitrage. Tout peut s'envisager et cette flexibilité qu'offre l'arbitrage, il faut s'en saisir. Alors évidemment, au moment de rédiger soit la clause compromissoire que l'on inclut dans son contrat, soit dans un compromis, par exemple. Mais cette flexibilité procédurale, je pense que ça, c'est un des avantages majeurs de l'arbitrage. Après, bien évidemment, l'arbitrage offre également la confidentialité dont ont besoin ces contentieux technologiques. Alors, la confidentialité, elle n'est pas de droit dans l'arbitrage international, il faut la prévoir.
Elle est souvent prévue, elle est notamment prévue dans le règlement CMAP, c'est un des articles du règlement, mais il faut aussi la prévoir dans son acte de mission si elle n'est pas prévue dans le règlement, justement. Et au-delà juste d'une simple mention d'une confidentialité, on peut aussi penser pour des projets très sensibles à des mesures de protection additionnelles que l'on demanderait au tribunal arbitral de prendre, et notamment ce qu'on appelle en anglais les protective orders, donc c'est définir qui a accès aux informations, quel est le champ des informations qui sont accessibles, qu'est-ce qui se passe en cas de violation. On peut avoir aussi des mesures comme for counsel only, donc seulement les avocats des deux parties ont le droit, ou un groupe de personnes déterminées et spécifiquement identifiées qui ont accès aux informations. Voilà, on peut envisager une panoplie de mesures de protection pour assurer la confidentialité que n'offrent pas nécessairement les juridictions judiciaires, ou je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'obtenir un huis clos ou une mesure de confidentialité devant les juridictions, c'est extrêmement difficile. Les conditions requises pour obtenir de telles mesures sont très spécifiques et restrictives, alors que devant un tribunal arbitral, c'est quand même plus accessible. On peut avoir des mesures vraiment sur mesure de protection de la confidentialité. Il y a également, pour ce qui est de la rapidité, on parle de flexibilité, et dans flexibilité, j'inclus aussi tout ce qui est rapidité. On peut avoir une clause compromissoire sur mesure qui prévoit un fast track. Ça m'est déjà arrivé de faire tout un arbitrage de A à Z, du premier jour de la requête d'arbitrage à la sentence en 3 mois, avec au milieu de tout ça des mesures provisoires. C'est possible. C'est sportif, t'as pas dormi. On dort pas beaucoup. Il y a une audience de plusieurs jours, mais c'est complètement envisageable. Aujourd'hui, vous avez également toutes les procédures d'urgence. Le CMAP a un règlement d'urgence, mais par exemple, le règlement de la CCI aussi a un règlement d'urgence. Et vous faites tout un arbitrage pour obtenir une mesure conservatoire ou une mesure provisoire en 15 jours. Donc, requête d'arbitrage, réponse, audience, sentence, le tout en 15 jours. Donc, après, c'est une mesure d'urgence, une décision d'urgence. Ça reste une mesure d'urgence qui peut ensuite être remise en cause au moment de l'arbitrage au fond. Mais vous avez une mesure conservatoire que vous avez obtenue en 15 jours devant un tribunal arbitral. Vous n'avez pas besoin de saisir les juridictions judiciaires. Vous avez donc aussi le fast track. Vous avez certains règlements, par exemple, comme celui de la CCI qui prévoit, donc c'est pas une procédure d'urgence, mais c'est une procédure accélérée pour tous les litiges en deçà de 3 millions de dollars. Et là, c'est une procédure en 6 mois au fond. Vous avez une sentence définitive au fond rendue 6 mois après la nomination de l'arbitre qui généralement a lieu entre 15 jours et 1 mois après avoir déposé une requête d'arbitrage. Donc, en tout, en 7 mois et demi, vous avez une sentence définitive au fond. En dessous de 3 millions. Pour les litiges en dessous de 3 millions par défaut, oui. Mais vous pouvez opt-in oui. Pour des litiges. Moi, j'ai déjà sur un dossier à 70 millions, opt-in pour la procédure accélérée en 6 mois pour avoir une décision. Les questions juridiques n'étaient pas très compliquées. Il y avait quelques témoins, il n'y avait pas d'experts. On s'est dit, allez, on le fait en 6 mois. Donc voilà, il faut se saisir de cette flexibilité de l'arbitrage. Et parfois, ce que je trouve dommage, c'est que les praticiens sont un peu sur les rails de l'arbitrage et laissent la procédure se dérouler et laissent une procédure se dérouler sur 2 ans, alors que c'est quelque chose qui aurait pu se terminer en 1 an. Et il faut vraiment utiliser cette flexibilité. Après, par ailleurs, dans la flexibilité, j'inclus aussi tout ce qui est ce qui change des procédures judiciaires, c'est aussi l'accès à des preuves qui ne seraient pas nécessairement disponibles dans une procédure judiciaire, notamment tout ce qui est la preuve testimoniale, les témoins, où en arbitrage, c'est monnaie courante de faire appel à des témoins et d'avoir des contre-interrogatoires pour tester la crédibilité du témoin, tester
la solidité de cette preuve testimoniale, mais il y a aussi tout ce qui est accès aux documents de la partie adverse via le processus d'échange documentaire, ce qu'on appelle la document production en anglais, où là, vous pouvez vraiment avoir accès à des documents que vous n'auriez jamais vus dans une procédure judiciaire, en faisant des demandes ciblées, évidemment limitées. Enfin, il y a tout un jeu d'échange de demandes où ensuite vous arrivez à obtenir des documents dans le champ de la partie adverse qui, selon les règles éthiques qui s'appliquent aussi à l'ordre d'avocat, doivent vous communiquer les documents. Un autre avantage certain de l'arbitrage international, et ça c'est plutôt lorsqu'on est dans de l'arbitrage international et dans un contexte très international, c'est évidemment l'exécution des sentences arbitrales via la Convention de New York, qui vous permet d'aller exécuter votre sentence arbitrale partout dans le monde, alors même que dans les procédures judiciaires, si vous n'avez pas un traité bilatéral d'exécution des jugements à l'étranger, eh bien, vous pouvez encadrer votre joli jugement et c'est à peu près tout ce que vous pouvez en faire. Et dans ces considérations, j'ajouterais aussi la possibilité de consolider un contentieux international qui devrait à la base se dérouler sur plusieurs juridictions. Et je pense à l'affaire Apple-Samsung où on a eu une procédure qui s'est déroulée dans plus de 50 pays avec des centaines de procédures et qui nécessairement donne lieu à des décisions contradictoires. Alors que si on anticipe et si on arrive à consolider et rassembler ce contentieux dans une seule et même procédure arbitrale, on arrive à avoir une seule et même décision qui ensuite est exécutoire partout dans le monde. Voilà pour une vision globale et rapide des avantages de l'arbitrage dans ce genre de contentieux. Si je Et peux- Sébastien, tu vas Merde, quelque part De quoi? Oui, oui. Non, je vais totalement dans le sens dont on Julie. C'est une région où je fais beaucoup de fois dans ma pratique. C'est souvent un exemple que j'ai eu, un contentieux que j'ai eu qui s'est étalé sur 8 ans, qui impliquait une douzaine de parties dans 3 pays différents. Ça a coûté des centaines de milliers d'euros d'expertise. Et puis au bout de 8 ans, bah, on est arrivé sur un jugement qui a responsabilité pour personne. Enfin, et ou en tout cas, pas pour la plupart des parties. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, mais si on avait une clause compromissoire dans ce contrat au départ, c'est un contrat de construction de data center, tout aurait été beaucoup plus vite. Ne serait-ce que le fait d'avoir la clause compromissoire, souvent ça peut permettre de désamorcer le contentieux et de pousser la négociation en réponse. Et c'est vrai que là, le fait qu'en fait, il y a une vraie, je ne sais pas si c'est réticence, en tout cas méconnaissance chez les négociateurs de contrats informatiques, l'arbitrage, parce qu'ils ont une image de l'arbitrage qui est très chère, qui n'est pas adaptée à leur domaine. Ça vient en partie des Américains, parce qu'aux États-Unis, pendant très longtemps, l'arbitrage n'était pas une matière arbitrable, enfin, l'informatique et la propriété intellectuelle n'étant pas arbitrable, tous les éditeurs logiciels ont dit bon, l'arbitrage, c'est pas pour nous de toute façon. En Californie, en tout cas, c'était la position de la plupart des entreprises informatiques. Silicon Valley étant en Californie, ça a eu forcément un impact sur les pratiques dans le secteur. Et puis, d'autant plus que même les entreprises qui ne sont pas américaines, les entreprises françaises, on a vu chez elles un mimétisme contractuel dans les contrats informatiques qui fait qu'aujourd'hui, l'arbitrage n'est pas du tout intégré dans les contrats informatiques de manière générale. Et alors que, effectivement, comme le disait très bien Julie, il y a des cas de figure où le fait d'avoir une clause promissoire, ça peut vraiment nous éviter de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, soit dans des contentieux judiciaires qui s'étalent très longtemps, soit voilà, j'ai eu un cas il y a quelques mois où j'avais une négociation un peu tendue avec un client qui était dans le secteur de la défense. Et quand on a vu la clause compromissoire, je lui ai dit, vous savez, on peut l'activer, il n'y a pas de problème. Non. Donc, personne n'a voulu aller là et on a trouvé une solution, on a transigé très rapidement. Parce que, alors, petite anecdote, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est mais c'est vrai qu'ils m'ont vu tellement à l'aise avec ces clauses pour histoire, je pense qu'ils se sont dit, oulala, non, on ne va pas aller le chercher lui parce que ça va être
Bon, bref. Mais non, c'est vrai qu'il y a des moments où je pense qu'il faut un peu évangéliser dans le secteur, dans notre secteur informatique, tech, parce que c'est vrai que il y a, j'en parle souvent avec pas mal de gens qui travaillent en start-up. Alors pour eux, la start-up, bon, l'arbitrage, c'est un truc de grande entreprise, c'est même pas envisageable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et je le vois notamment en Asie, le SIAC à Singapour, hein, ils ont développé une pratique d'arbitrage dans le secteur technologique qui est très forte et parfois pour des contrats à quelques dizaines de milliers de dollars. Et c'est vrai que nous, on a encore du mal à Paris à développer cette pratique, alors que si ça marche en Asie, pourquoi ça ne marcherait pas ici? Voilà. Mais c'est une histoire d'habitude chez les négociateurs de contrats, dans les pratiques, et peut-être aussi aux avocats aussi de pousser un peu leurs clients à faire ça, parce que l'arbitrage, comme tu disais, comme la médiation, mais voilà, ce sont deux modes alternatifs qui sont hyper puissants et qui permettent aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent et de ressources internes. Parce que je parlais de ce contentieux qui s'est allé sur 8 ans en frais d'expertise, mais surtout les ressources internes qui ont été mobilisées, ça, c'est un coût énorme pour les entreprises. Et je pense que si on explique ça bien à un dirigeant d'entreprise, il va tout de suite comprendre que c'est dans son intérêt d'aller vers des solutions comme ça. Et dans la lignée de ce que tu dis, est-ce que les clauses qu'on appelle MEDARB, donc le fait de pouvoir avoir médiation suivie d'arbitrage, pourraient satisfaire ce besoin de se dire on va devoir discuter dans un cadre confidentiel et derrière on a potentiellement l'épée de l'arbitrage et on peut revenir à la médiation si besoin ou on peut les faire en même temps? Est-ce que c'est des choses… Moi, d'un point de vue purement théorique, j'ai toujours été pour cette approche-là, hein, dans des clauses de règlement des différends, toujours une négociation, ensuite enchaînée par une médiation, un arbitrage. La pratique, en tout cas des retours que j'ai, elle est plutôt partagée sur cette pratique d'avoir une médiation suivie de commencer par une médiation pour éventuellement l'arbitrage. J'ai eu des retours assez mauvais. D'accord. Je n'ai pas d'exemple à partager personnel, mais en tout cas, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui ne marchait pas forcément bien dès lors qu'on voulait l'activer. L'un puis l'autre. L'un puis l'autre, ouais. Ah, c'est pas mon expérience. Ouais. Comme la clause de l'arbitrage peut être l'épée de Damoclès, je trouve que quand on entre dans une médiation en sachant que l'alternative, c'est l'arbitrage, et donc découpler… C'est comme une négociation. Voilà. On a un peu plus de mal pour… Moi, c'est mon expérience que clairement, la clause d'arbitrage au bout du chemin avait un effet dissuasif certain. Mais juste pour revenir sur la spécialité, parce que c'est un point que j'ai pas mentionné mais qui est réel, c'est aussi la possibilité de nommer des arbitres, alors peut-être pas experts du domaine, mais en revanche familiers avec, comme on disait tout à l'heure, le langage utilisé, enfin, qui n'a pas besoin d'être éduqué, voilà. Et donc qui est suffisamment familier avec le domaine pour comprendre à peu près de quoi on parle, même s'il n'est pas spécialiste ou expert de la technologie en question. Et sur ça, il y a notamment maintenant des institutions qui se créent. Et il y en a une qui s'appelle la Silicon Valley Arbitration Center, Mediation and Arbitration Center, qui propose une liste d'arbitres spécialisés en tech, d'arbitres et de médiateurs d'ailleurs. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur et si on avait une clause compromissoire. Je pense qu'il y a une bonne partie des difficultés, c'est que quand on négocie un contrat, on est dans l'euphorie. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas forcément se dire, même si on ne comprend pas plein de trois clauses, on passe dessus parce qu'on est content, on va dire. Arrive effectivement la fin du contrat, les fameuses clauses dites de style, et puis effectivement, cette clause de différent, on la met un peu de côté, elle est un peu poil à gratter et on l'oublie. Alors que moi, je considère que c'est une clause qui est hyper importante dans un contrat parce qu'effectivement, c'est la clause qui va permettre de gérer l'avenir du contrat. Si dans l'exécution, on a une défaillance, alors défaillance entre guillemets, et c'est là où effectivement, je pense que nos conseils, moi je suis au Maroc, c'est très souvent dans du copier-coller, des clauses d'arbitrage, en fait on a pris, on a collé là, ou alors c'est le tribunal, mais personne ne se pose la question, et peut-être que dans notre contexte, on n'a pas intérêt à prévoir effectivement comme vous proposiez, un règlement amiable entre nous, enfin, l'escalade complète, quoi, après une médiation, puis effectivement l'arbitrage du tribunal. Et le conseil, prenant le temps d'expliquer à son client et à l'autre partie, voilà l'intérêt effectivement de ce type de clause et on négocie autour. Et je pense qu'il vaut mieux se parler un petit peu fort à ce moment-là, parce que c'est là où effectivement on va voir aussi qui on a en face de nous, plutôt effectivement lorsque le conflit est là. Donc je pense qu'il y a… Ça, on le voit dans des secteurs qui sont familiers à l'arbitrage. Dans des secteurs de la construction, de l'énergie,
Oui. Voilà, il n'est pas peu commun que les entreprises fassent appel à des avocats pour négocier cette clause en particulier. Dans l'informatique, généralement, la clause, c'est en cas de litige, les règlements, non, c'est quoi les tribunaux compétents sont compétents. Non, mais c'est pas une blague, hein, Ouais, c'est ouais. vraiment ça. C'est vraiment la clause qu'on voit le plus souvent. C'est vrai. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Compétente. Alors que souvent, dans des projets informatiques, il y a plusieurs parties impliquées, plusieurs contrats aussi qui s'entrechoquent, et qu'il faudrait passer du temps à la rédaction justement de la clause compromissoire pour réussir à englober tout le monde dans une seule et même procédure pour que ce soit véritablement efficace. Donc oui, c'est Un autre obstacle, c'est qu'un des acteurs de ces grands projets va mettre son veto absolu. Sur C'est la la clause. boîte américaine. C'est le grand éditeur de logiciels qui, dans ses règles internes, dit « je ne veux surtout pas en voir ». Autant un éditeur français, un prestataire de data center, etc., on peut faire tout ce travail pédagogique en disant ça vous coûtera beaucoup moins cher et c'est beaucoup moins risqué de faire un arbitrage. Mais les grands acteurs américains sont, y compris ceux d'origine allemande, sont vent debout par cette culture. Parce qu'ils disent que l'arbitrage, c'est pas pour eux. Oui. Pas pour eux. Mais avec ce paradoxe qu'en Asie, ça marche très bien. Oui, oui. Alors, ça peut s'expliquer parce que, comme toutes les lignes d'assemblage ont été délocalisées en Asie il y a une vingtaine d'années, bah, en fait, on est sur des contentieux qui sont plus sur le hardware et donc sur des actifs tangibles. Et donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une propension à aller plus vers des modes, et puis aussi une défiance vis-à-vis des juridictions locales. Il y a eu beaucoup, le SIAC, en fait, à Singapour, la plupart des utilisateurs sont indiens ou chinois parce qu'il y avait une défiance envers leur juridiction locale. Et c'est vrai que l'arbitrage à Singapour, pour eux, c'est le meilleur moyen de régler un différend, notamment avec leurs clients étrangers, notamment les sociétés américaines ou européennes. Et c'est vrai qu'on a du coup un arbitrage technologique qui se développe à Singapour depuis pas mal d'années. Et on a des places européennes, et notamment Paris, qui restent assez passifs face à ça. Et c'est dommage, parce que le point d'énergie de l'économie s'est déplacé vers la tech. Il n'est plus dans les gros industriels à papa. Et c'est vrai que je pense que c'est important de développer une expertise comme ça à Paris. Parce qu'on a tout à Paris pour faire des super arbitrages technologiques. Mais pour comprendre la réluctance des entreprises américaines, je pense qu'il faut prendre le problème à la fin avec l'exécution. Eux, en fait, ils se protègent aussi en refusant l'arbitrage, ils se protègent contre toute exécution. Et comme, de toute manière, il n'y a pas de traité bilatéral d'exécution des jugements, bah, ils se rendent immunes de toute exécution, soit d'une sentence arbitrale, soit d'un jugement. Donc, en n'acceptant pas l'arbitrage, ils n'ouvrent pas la porte à une exécution éventuelle d'une sentence arbitrale. Mettre une nouvelle muraille. Oui. Ouais, je pense que c'est aussi très, très culturel. Après, si on compare les grands projets de construction et les grands projets informatiques, je pense que le taux de sinistralité, il ne doit pas être très, très éloigné, parce qu'un grand projet de construction d'un énorme pont, d'une centrale nucléaire, il y a des tensions de temps, de budget, et un grand projet IT, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est que il y a une beaucoup plus forte culture juridique et judiciaire dans le domaine de la construction que dans le domaine de l'IT. Pourtant, quand on discute avec un DJ d'un grand groupe, il a conscience que son contrat, il va partir au carton à 80%. C'est-à-dire que le client satisfait qu'il y a le projet délivré dans le délai et avec le budget, il faut m'en trouver un et me le présenter. Il y a au minimum des tensions. Non, mais, bon, et c'est inhérent au projet quand on mobilise des équipes de plusieurs centaines de personnes pendant 18 mois, ça ne peut pas fonctionner idéalement. Mais tout le monde autour de la table met un peu la poussière sous le tapis, embrassons-nous Folleville, on va le faire en 18 mois à 8 millions. Ouais, ben, si dans 36 mois, tu as 80% des fonctionnalités au double du budget, c'est court. Sauf que c'est un fermé. Non, mais Porte fermée, on peut le dire à nos clients utilisateurs ou clients prestataires, et ils vont vous dire on le sait bien, mais on ne peut pas le dire au CODIR. Et ça, l'insertion d'une clause d'arbitrage
c'est une décision qui est qui monte très facilement. Et il y a un dernier sujet, c'est que moi, j'ai eu face à moi des chefs d'entreprise qui ont eu des mauvaises expériences avec l'arbitrage. Permettez-moi de mettre les pieds dans le plat et sous le tapis, peut-être, pardon du jeu de mots. Mais l'arbitrage souffre d'un problème réputationnel qui est totalement, sens exagéré. J'ai fait des médiations qui ont réussi et voilà. J'ai fait beaucoup de contentieux judiciaires, il y a énormément d'incertitudes, et je trouve qu'en arbitrage, c'est plutôt moins pire. Comment convaincre autour d'une table au moment où on est dans la joie du projet où on va signer? C'est difficile. Et puis, mais parce qu'il y a quand même eu, pour l'IT, l'historique de l'IT est quand même assez récent, donc c'est pour ça qu'il y a moins de contentieux. Et pour l'arbitrage, c'est parce qu'il y a eu des abus, comme dans beaucoup de domaines, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, où effectivement, ça coûtait très très cher et les coûts étaient très peu contrôlés. Oui. Alors aujourd'hui, ça peut être de l'arbitrage. Il y a effectivement une croyance que de toute façon, on oublie qu'il n'y a pas d'appel, on oublie tout, et on dit c'est très cher. Oui, mais parce que c'est vrai qu'à une époque, c'était beaucoup plus cher que la jeune génération qui fait quand même un petit peu plus attention. Oui, il y a des arguments en réponse à ça, en réponse aux coûts liés à un arbitrage. Déjà, oui, c'est plus cher évidemment que la justice judiciaire française. Après, si vous comparez à de la justice judiciaire anglaise ou américaine, on est quand même moins cher en arbitrage que... faut voir avec quoi on compare aussi. Oui, c'est ça. Premièrement, Même du judiciaire français oui. sur 5-10 ans de la paix, de la cassation, du renvoi après cassation, etc. Non, même avec ça, je trouve que ça reste plus cher. Ça reste plus cher, mais je veux dire, on n'est pas sur la même. Non. Nous en sortir des tas d'exemples où c'est beaucoup. C'est vraiment ça devient très cher. 4 ans d'expertise avec 25 personnes. Ah oui, ça oui, non, mais le processus, c'est 4 ans d'expertise avec 25. Des experts judiciaires. 10 millions. Moi, je ne mange pas du 50 millions tous les matins au petit déjeuner. Un bon projet à 10 millions, moi, j'ai vu 4 ans d'expertise avec 25 personnes autour de la table et une vingtaine de réunions. Et un rapport qui tombe et qui est « t'as raison, t'as raison ». Donc, un total aléa, puisqu'il y a toujours un peu de la faute du curé et du paroissien, comme on dit en Normandie. Voilà. Et quand on compare ça, plus, une mauvaise solution en 6 mois, même un peu coûteuse à 50 000 $ par arbitre. Moi, je donc, il y a l'aborde. ça. Premièrement, donc après les coûts de l'arbitrage, ils se divisent en deux entre chaque partie. Oui. Voilà, il y a ça également. Et ensuite, il y a aussi un autre point qui est rarement mentionné, c'est qu'en arbitrage, si vous gagnez tout et vous gagnez le remboursement de vos frais. Oui, donc, à l'euro À près. 100%. À 100%. Absolument. Sauf Sauf si vous n'avez pas gagné à 100%. Et que... En tout cas, c'est une possibilité. Quelqu'un il peut laisser les frais à chaque Mais de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins parce que c'est l'avantage de l'arbitrage comparé à une justice judiciaire, c'est de récupérer ses coûts. Et donc, par contre, parfois, si vous gagnez à 75%, ben, vous récupérez 75% de vos coûts. Mais c'est au centime près. On n'est pas sur un article 700, 10 000 €, une somme nominale. Ouais. Il y a des centres qui font, comme celui-là, qui font quelques progrès aussi sur les coûts. Moi, j'ai vu souvent, je ne veux pas la CCI, mais je veux bien autre chose. Oui, donc le CMAP qui a des prix raisonnables. Ça va dans le bon sens, hein? Oui, et après, aujourd'hui, vous avez aussi donc, dans ces procédures accélérées en 6 mois pour tous les litiges en deçà de 3 millions, vous avez une décote aussi de frais. Hein. Oui. Vous êtes à moins 20%. Parce que c'est avec un arbitre unique. Exactement. Mais moi, je trouve que l'arbitrage devient de plus en plus vendeur. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'expliquer à certaines personnes qui ont toujours la vieille notion de on ne pourra pas se payer. Et ça existe toujours. Bien sûr. Oui, et par ailleurs, si c'est une procédure qui est maîtrisée dans le temps et que vous avez un arbitrage qui ne dure que 1 an ou 1 an et demi, c'est génial. Vous l'avez provisionné. Vous avez provisionné le coût de votre arbitrage dans votre bilan. Vous finissez votre arbitrage, vous avez votre sentence et comptablement, c'est également quelque chose qui se règle sur 2 bilans et pas sur 10 bilans. Est-ce que vous avez une idée du moyen du coût d'un arbitrage fast-track entre le coût de l'arbitre et le coût des avocats? Parce que je connais plus les avocats, mais j'ai l'impression que le travail
va rester le même, mais en concentré. Donc, côté avocat, j'ai l'impression que on ne va pas forcément réduire parce qu'on est en fast track, un petit peu, mais pas considérablement. Et côté. Alors, c'est Enfin, voilà, difficile de quel est- dire parce que c'est ad valorem, donc ça dépend de la valeur en litige, mais pour ce qui est des. Alors, fast track ou accéléré 6 mois. les 6 mois, Ouais. c'est moins 30% par rapport au coût d'une procédure D'accord. classique. Moins 30% sur. Donc, les arbitres prennent moins de 30%, mais parce qu'il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul arbitre. Et l'institution, elle aussi, réduit ses honoraires de 30%. Et côté coût avocat, vous pensez que Et côté ça coût, réduit pas énormément? Vous êtes Bah, si ça d'accord réduit sur ça, nécessairement aussi, parce que si on passe moins de temps. C'est plus intense, 6 mais mois on est- plutôt qu'1 an et demi, d'accord. Voilà. Mais Oui, c'est plus constant. pour moi, c'est pas une réduction par 2. Je pense pas. Non, c'est pas par deux, mais une réduction Oui, certaine peut-être. à raison du Bien sûr. temps. Ça dépend de la vie, tu dormais pas, donc c'est Ouais. La nuit. 75% d'un arbitrage précis. Une chose comme ça. On va dire entre nous. Ouais. En même temps, sur un projet 3 millions, enfin, si c'est ça le seuil, les problématiques techniques peuvent être importantes, mais on est obligé d'aller au plus vite, au plus rapide, et on ne peut pas produire en 6 mois, même en dormant pas. Même en mobilisant ChatGPT, on ne peut pas faire 15 mémoires, il faut aller straight to the point. Ah, straight to the point, bien sûr. Et d'autant plus avec des mesures conservatoires au milieu, par exemple. Mais tout le monde fait un effort de condensation. Oui, C'est-à-dire voilà. que les écritures sont plus condensées. Les mémoires, les attestations de témoins, le rapport d'expert est plus nous on avait un expert juste quantum, mais c'était plus condensé. Et même les décisions rendues par le tribunal arbitral, notamment sur les mesures, étaient plus synthétiques. Mais ça n'enlève rien à la qualité. Oui, oui. La qualité était là, elle était au rendez-vous, simplement, tout le monde, effectivement, droit au but. Parce que je trouve que beaucoup en arbitrage, quand on arrive sur des arbitrages importants, on a la technique anglo-saxonne de rédaction, c'est-à-dire très analytique. Et on fait 150 pages, là où un tel arrêt, qu'on appelle en France, peut en faire 15 en disant la même chose. Et un esprit taquin pourrait dire que quand on est payé au taux horaire, et sans limite, on fait plus facilement de l'analytique que de la synthèse. Je trouve que le fast track, c'est pas mal. Il y a un aléa, c'est un expert, un arbitre, pardon, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui connaisse un peu le marché, qui connaisse un peu la technique, qui soit bon juriste et impartial. Tout en un. Tout en un. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut bien choisir son arbitre, Ouais. parce que c'est déterminant de la qualité de l'arbitrage. Ouais. Et sur ça, il y a le débat de est-ce que sur un litige technologique, je préfère prendre un arbitre expert ou est-ce que je prends un arbitre juriste, mais qui a la connaissance du milieu. Moi, ma préférence, c'est un arbitre juriste, Qui s'appuie sur mais qui a une connaissance du domaine en question. Parce que le risque de prendre un arbitre expert, c'est que cet arbitre soit marginalisé au sein même du tribunal arbitral, si jamais les deux autres arbitres sont eux-mêmes juristes. Et par ailleurs, le deuxième risque de prendre un arbitre expert, c'est que certains points, justement, relevant de l'expertise, ne soient pas partagés de manière transparente avec l'ensemble des parties et soient décidés juste au sein du tribunal arbitral sans qu'il y ait eu la possibilité du C'est contradictoire. pour ça qu'il faut prendre un arbitre expert et juriste. Voilà, exactement. Après, si ça n'existe pas, il vaut mieux un bon juriste qui comprend les implications juridiques des questions techniques. C'est ça. Et encore, moi j'ai vu une médiation fantastique aboutir avec un médiateur qui n'y connaissait rien, donc finalement un arbitre ne connaissant pas les pratiques. Oui, mais l'arbitre prévoit une décision. Oui. Le médiateur, il
Il n'a pas le même rôle. Non, mais un arbitre agnostique et qui, en revanche, est tout à fait ouvert à être éduqué par Voilà. les parties et par les experts des parties et éventuellement à prendre un expert lui-même qui vient lui prêter main forte, voilà, euh, marche très bien. Je pense qu'il faut faire confiance aussi justement au mécanisme de l'expertise et c'est la transition parfaite. Les arbitres ont l'habitude d'être éduqués par des experts, que ce soit sur des questions de quantum, que ce soit sur des questions techniques. Et il peut y avoir un besoin dans un même dossier de plusieurs experts, un technique sur différents problèmes, donc plusieurs experts techniques, puis un expert financier ensuite. Et tant que l'arbitre est ouvert d'esprit et prêt à recevoir les enseignements des uns et des autres et faire la différence entre ce que dit l'expert du demandeur, l'expert du défendeur, et arriver à trancher lui-même sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir un appel après une décision d'arbitrage. Alors, non, généralement, c'est un recours en annulation. Oui. En tout cas, en arbitrage international, il n'y a pas d'appel possible. En arbitrage interne, l'appel n'est possible que s'il est prévu par les parties. Voilà, on fait ça. Mais ça devient de plus en plus rare. Ah oui, Et donc, on est sur un recours en annulation où vous n'avez que 5 critères d'annulation qui sont très restrictifs. Cela étant dit, il y aurait, semble-t-il, une petite tendance à avoir de plus en plus de recours en Il y a une annulation. infection, oui. Parce que des parties persistent à poursuivre. C'est très fréquemment voie l'échec. Mais enfin bon, Enfin, la perception aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de recours en annulation. Il y en a toujours eu des recours en annulation et le taux d'annulation est en dessous de 20%. oui, très faible. Donc 1 sur 5. Mais dernièrement, la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris a été un peu infléchie, notamment sur des problématiques de corruption, parce que la France refuse de devenir le lieu où on accueille les sentences qui donneraient effet à un pacte corruptif. Oui. Donc, il y a eu plusieurs annulations. Mais une fois ce point tranché, C'est solide, quoi. on reste quand même sur un taux assez bas d'annulation de sentence. Alors, en fait, certaines parties utilisent le recours nullité en sachant que c'est voie à l'échec pour ne pas respecter la protection du risque réputationnel. Et c'est là où je dis que c'est qu'il est très compliqué d'obtenir devant les juridictions judiciaires Oui. une mesure de protection de confidentialité. Oui. Donc ça, effectivement, là, lorsque vous demandez le huis clos ou qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas, j'ai vu une décision technologique où, en effet, il y avait le nom des parties et on ne voyait pas le corps de la décision, on voyait juste si c'était annulé, pas annulé. C'est dans le domaine de la défense, peut-être? Non, non, technologique. Oui, mais il y a de la techno de défense, même du Thales ou des choses comme ça. Ça n'avait pas l'air. Ben, Non, j'ai pas eu accès à la décision, je ne sais pas. J'ai présidé un tribunal arbitral, on était 3. Et puis, j'ai fait deux arbitrages et l'un d'entre eux, ils ont fait appel devant la cour d'appel et la cour d'appel a confirmé ma sentence arbitrale. C'était intellectuellement très intéressant. Donc, c'était de l'arbitrage interne. Oui, Oui. oui. Alors, si on revient à l'expertise, dans les médiations et les arbitrages, donc, je me suis fait une petite liste des expertises sur lesquelles j'interviens. Alors, ce n'est pas tout à fait une expertise, c'est l'article 145 où j'assiste un huissier pour constat. Alors, les saisies contrefaçon aboutissent à une expertise pour identifier les ressemblances et surtout pour démontrer l'originalité, pour que le logiciel soit protégeable ou la base de données soit protégeable. Là, je ne vois pas très bien dans la médiation et dans les arbitrages. Alors ensuite, il y a les actions au commerce, c'est essentiellement les actions en inexécution contractuelle, c'est tous les projets informatiques. Voilà. Je fais des expertises en matière pénale. Donc là, c'est un juge d'instruction qui me désigne ou la police. Et puis, il y a un truc qui me plaît beaucoup, oui, ici depuis 5 ans, c'est tout ce qui est crédit impôt recherche. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, c'est super parce que
c'est de l'expertise et du droit. Et donc, il y a tous les jalons face à l'administration. In fine, si on n'y arrive pas, on va devant le tribunal administratif et puis après la cour. Et là, je fais un rapport que je défends à l'audience avec les avocats. Alors, si je reviens aux difficultés que je perçois, donc, je me disais, qui rédige in fine la mission, donc, un médiateur. Alors, si c'est un tribunal arbitral, il y a en général des juristes, des profs de droit, des magistrats. J'ai fait une expertise, une sentence arbitrale avec des magistrats. Et donc là, ils peuvent maîtriser la mission. Qui choisit l'expert dans médiation? Comment le médiateur va choisir l'expert? Il va écouter l'un à Le l'autre. médiateur, il ne le choisit pas, il le propose. Disons que les parties peuvent très bien, j'ai eu mon cas très récemment, les parties sont venues à la réunion de médiation avec des propositions Oui, et elles m'ont demandé d'en avoir moi-même pour les aider si jamais elles n'y arrivaient pas avec les leurs. Donc on est venu, on a discuté, vous on a étiez médiatrice. et j'étais médiatrice. D'accord. Et dans ce cadre-là, elles choisissent l'expert qu'elles considèrent être le plus approprié. Bon. Dans le cadre de la médiation. Ensuite, il faut fixer qui a la charge des frais et honoraires de l'expert. Oui. La même chose, elles en discutent entre elles. En général, c'est moitié-moitié, hein. Ouais. Le plus simple, mais si besoin est dans le cadre des discussions, il y a une partie qui peut prendre en charge la totalité ou la quasi-totalité sans difficulté, mais encore une fois, c'est leur accord. Une autre difficulté en expertise, il y a une partie qui somme l'autre de produire des pièces qu'elle sait exister, l'autre ne veut pas les produire pour des problèmes de confidentialité ou autre, ou parce que ça peut les gêner. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un blocage comme ça? Ah bah alors, Là, on va pas je veux juste charger du contrôle des mesures de construction. Ah non. Quand c'est- Ah oui, Non, non, pardon, c'est non, alors, médiation. en médiation. Alors, en médiation, c'est un sujet qu'on va, normalement, si tout va bien, on va déjà le traiter en amont. C'est-à-dire qu'au moment où on va cadrer la mission, on va discuter avec les parties du déroulé de la mission et de ce qu'elles vont faire dans le cadre du travail de l'expert. Et donc, elles vont s'engager ou pas à donner des éléments. Si une difficulté survient sur la communication de certains éléments, deux choses l'une. Soit elles ont prévu dès le départ dans la lettre de mission comment traiter le sujet et comment se déroule la mission de l'expert en fonction. Soit il y a le sujet qui intervient après, mais dans ce cadre-là, c'est pour ça que je crois l'avoir mentionné au départ. Moi, en qualité de médiateur, je recommande aux parties d'évoquer le sujet au moment de la rédaction de la lettre de mission pour qu'elles soient déjà d'accord sur la façon dont est traité le problème après. C'est-à-dire qu'en cas de carence d'une partie, l'expert sait déjà qu'il va pouvoir continuer sa mission, rendre un avis, etc. Justement pour éviter le blocage. Sur la communication des pièces, il y a un problème qu'on rencontre souvent. C'est des parties qui sont réticentes, effectivement, à produire certaines pièces, quand bien même on se mettrait d'accord sur est-ce qu'elles pourront être derrière produites en justice, etc. Dans quelle façon. Pour quelle raison? Parce que, imaginez, elles ne veulent pas du tout qu'elles soient produites en justice, on se met d'accord pour qu'elles ne soient pas produites en justice, mais pour autant, l'autre partie en aura eu connaissance et donc saura exactement quoi aller chercher plus tard à nous, enfin, dans le cadre du contentieux, derrière, avec un 145, mais cette fois-ci, qui tapera juste parce qu'elles auront eu connaissance dans le cadre de la médiation. Et donc là, il n'y a pas de violation de la confidentialité, c'est très délicat de leur répondre et de répondre à leurs attentes. C'est exactement, c'est un vrai sujet, mais même au-delà même des pièces, c'est des informations qu'on échange dans le cadre d'une médiation. On ne va pas se mentir, elles sont données. On ne peut pas produire un document dans le cadre du judiciaire le lendemain. Mais moi, quand je suis avocat de partie en médiation, parce que j'en fais aussi beaucoup, je dis toujours à mes clients, même si la médiation n'aboutit pas, c'est une mine d'or, parce que demain, quand on ira au judiciaire, on saura parfaitement qui on a en face, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, etc. Ça, c'est une réalité. Après, dans la balance, c'est de se donner aussi les moyens d'y arriver dans le cadre de la médiation et de se dire que l'idée, c'est d'éviter le contentieux derrière. Mais oui, il y a cette limite-là. Et parfois, d'ailleurs, on a des situations où le médiateur va être sollicité pour un partage d'informations auprès du médiateur, mais pas auprès des autres parties. Et on va vous dire en tant que médiateur, je vous le dis, mais il ne faut pas le dire aux autres. Et donc, il faudra essayer de conduire la médiation en prenant en compte cet élément que je ne souhaite pas divulguer. C'est là où, pour le médiateur, ce n'est pas forcément... Moi, C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les apartés, dans les médiations. C'est le moment où, parce que si on est un bon conseil, on dit effectivement à sa partie de faire gaffe. Évidemment. Mais moi, j'ai déjà fait. Il y a des gens qui vont en médiation que pour la pêche aux informations, pour préparer quelque chose. Évidemment. Donc l'aparté,
La partie, À ce moment-là, si le médiateur est bon. ouais, moi, j'ai déjà fait dans une médiation une information que nous ne voulions pas divulguer à la partie adverse, mais qui avait son importance, en tout cas pour la décision de notre client. Et on ne l'avait divulgué qu'au médiateur en disant on ne peut pas le divulguer à la partie adverse, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être que dans quelques semaines, on pourra, mais pour l'instant, il ne faut pas. Mais on lui avait quand même communiqué, donc il l'avait en tête. Et il ne l'a jamais mentionné en plénière, mais c'était quand même un élément qu'il avait en tête quand il parlait aussi à la partie adverse. Exactement. Sur pourquoi il faudrait vraiment pousser pour arriver à Et orienter le dialogue de sorte que ça puisse faire émerger une solution satisfaisante. Oui, exactement. J'ai amené avec moi une expertise en cours. Et la difficulté que je vois, c'est la longueur de l'expertise. Est-ce que c'est viable en médiation et en arbitrage? Là, j'ai une ordonnance de référé. J'ai été désigné le 14 avril 2023. Il y a 12 parties. Il y a toutes les compagnies d'assurance. Il y a les grandes Airbus, machin et tout. C'est public. Hein, donc, et en 2 mots, il s'agit de quoi? Il y avait des plateformes pour les Jeux Olympiques. Il y avait des centaines de machines. Elles ont été altérées parce que on a fait passer des câbles et tout, et des déchets sont tombés sur les machines, donc inexploitables. Donc, action de dépollution, vérification des machines, leur valeur imputabilité, il y a l'État qui est dedans, et machin, énorme. Donc, on en est à 2 ans et je n'ai pas terminé. Parce qu'on est en avril 2025. Est-ce que c'est viable? Des expertises qui durent 2-3 ans en matière de médiation où la qualité première recherchée et l'arbitrage, c'est la rapidité. Et donc, ça contrevient au critère principal de la médiation et de l'arbitrage. Généralement, ce qui se passe en arbitrage, je parle pour l'arbitrage, pas pour la médiation, c'est que chaque partie va avoir son expert et chaque partie va venir avec son rapport d'expert. Et ensuite, le tempo, il est fixé par le calendrier que les parties veulent bien se fixer. C'est tout le propre de l'arbitrage qui est la chose des parties. Donc, les parties fixent leur calendrier. Si elles veulent que ça dure 2 ans, ça dure 2 ans. Si elles veulent que ça dure 6 mois, ça dure 6 mois. Et après, c'est à l'expert de s'adapter. Et s'il doit rendre un rapport en 1 mois, il doit rendre un rapport en 1 mois. Ou alors, il refuse la mission parce qu'il n'a pas le temps. Ou alors il a 4 mois pour faire son rapport parce que les parties ont choisi 4 mois pour rendre leurs écritures. Et pareil pour l'expert adverse. Et ensuite, on vient débattre à l'audience de la valeur de la preuve expertale. Et on vient tester avec la cross-examination, avec le contre-interrogatoire. Est-ce que cet expert est crédible? Est-ce que les hypothèses de départ qu'il a prises pour son expertise sont valables? Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans les instructions qui lui ont été données par les avocats? Ou est-ce que déjà il n'est pas conflicté? Est-ce qu'il a bien divulgué toutes les informations nécessaires pour évaluer si oui ou non c'est un expert fiable? Et en sachant que sa mission, c'est vraiment d'éclairer le tribunal. Et ensuite, si le tribunal s'estime pas suffisamment éclairé par le rapport du demandeur, le rapport du défendeur qui s'oppose, et il peut y avoir plusieurs parties, hein, effectivement, mais qui peuvent avoir des intérêts convergents, donc elles peuvent aussi décider d'avoir un seul et même expert si elles visent à prouver la même chose. Et ensuite, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé ou s'il ne comprend pas ce qui lui est proposé, alors il prend un autre expert, ce qui effectivement a pour désavantage de venir un peu ralentir la procédure, mais vous finissez avec une sentence qui tient la route aussi. Et moi, un arbitrage. Pour compléter ce que tu dis, je suis quelques expertises en risque industriel notamment. Je dois dire que quand l'expertise est ordonnée par un tribunal arbitral, il y a une certaine autorité et un suivi qui fait que ça ne peut pas trop déraper. Quand l'expertise est ordonnée par un juge, les parties, surtout quand il y en a beaucoup,
Moi, j'en suis une à plus de 2 ans. Ça demande des renvois, des délais, des trucs. Et le juge, il a tellement d'autres choses à foutre que, franchement, il ne suit pas, il accepte. Et c'est de 6 mois en 6 mois en 6 mois. Jamais un arbitre fera ça. L'arbitre, il dira, je le veux là. Et il n'y a pas ce genre de dérapage qui sont, tellement... Il n'y a pas parce que, de toute manière, pour étendre le délai, il faut soit l'accord de toutes les parties, soit il faut que ce soit l'institution arbitrale. Donc, si c'est un arbitrage institutionnel, donc sous un règlement, l'institution peut étendre le délai. Mais ce n'est que soit avec accord des parties, soit à la demande du tribunal arbitral. Si on est dans du ad hoc, c'est pareil, ce n'est qu'avec l'accord du tribunal arbitral. Et s'il n'y a pas du tribunal, d'accord des parties, et s'il n'y a pas d'accord des parties, il faut que l'une des 2 parties, la plus diligente ou le tribunal arbitral lui-même, saisisse le juge d'appui pour faire étendre le délai. Donc, en fait, il y a un impératif temps très fort dans l'arbitrage qu'il y a moins dans la procédure judiciaire. Et on ne fait pas le malin à faire du dilatoire devant un arbitre. C'est ce que j'allais dire, les parties en général. Et derrière, il écoute. Le juge, ça ne sera peut-être pas le même. Et puis, il n'en a pas de chose à faire. Il y a une défaillance des juges du suivi, sauf exception, alors que l'arbitre qui nomme un expert, généralement, un coup de fil un peu roboratif fait accélérer tout le monde, quoi. C'est-à-dire que quand un arbitre dit à 8 parties autour d'une table, vous avez 1 semaine pour produire une note de synthèse sur tel sujet, un mémoire 2, tu pleures un peu pour une fois qu'on ne plus, on dort pas, et on met en route la cafetière, tandis que vraiment le judiciaire, ça donne lieu à des... Ah oui. Voilà. Et il y a un point très intéressant dans ce que vous disiez, M. Mittan, c'est j'ai 12 parties, c'est ultra compliqué. J'ai eu une discussion récemment avec une avocate qui fait du droit de la construction et qui est sur des dossiers aussi complexes, quoi, un acte de construire une tour à la Défense où il y a des infiltrations, enfin, on ne sait jamais, il y a 12 corps de métier et alors tous les assureurs de la place. On commence à parler médiation. Et elle me dit que, évidemment, dans les domaines de droit de la construction, on a ce qui se passe devant tous les tribunaux aujourd'hui, c'est-à-dire l'injonction à rencontrer un médiateur. Qu'est-ce que c'est agréable comme rendez-vous, mais bon, ça fonctionne parfois. Et je m'attendais à ce qu'elle me dise, dans les gros projets complexes comme ça, c'est un échec. Eh bien, pas du tout. Y compris avec des assureurs que j'imaginais personnellement réticents. Eh bien, ça fonctionne plutôt pas mal et il y a un taux de réussite plutôt intéressant. Alors, je reviens sur l'autorité de l'arbitre vis-à-vis du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction. L'autorité. Ouais. Là, je suis en plein dans un dossier où je suis expert conseil d'une partie et c'est une affaire de télécommunication qui s'est passée à 5-6 ans. Il y a des ruptures, des choses comme ça, etc. Et l'expert nous dit « Ah ben, c'est parce qu'à cette époque-là, il y avait des problèmes de téléphonie. Et donc, c'est ça qui a dû faire les coupures. Et donc, ce n'est pas le prestataire, sous-entendu, ce n'est pas le prestataire, c'est les difficultés du monde de la téléphonie qui s'intégrait dans les télécoms, etc. » Alors, je ne vois pas le lien de causalité. On écrit, on fait des tirs, on fait des trucs. Et le type, enfin, passez-moi l'expression, l'expert maintient. Eh bien, on va saisir le juge chargé du contrôle parce que je pense qu'il aura une autorité. Et il va passer au crible, l'expert. Comment peut-il raconter que c'est des problèmes de téléphonie à l'époque qui auraient entraîné ces coupures, etc. Et c'est un enjeu très important parce qu'il y a des préjudices énormes. Et donc, je sens mieux dans ce que je viens de décrire un juge dans son cabinet plutôt qu'un arbitre. Je le sens comme ça. Alors, je vais vous contredire. Allez, bien. Là, vous l'avez entendu de faire. Là pour ça. Dans un dossier de construction où il y avait effectivement 12 parties impliquées, où il y avait eu une expertise judiciaire. Ça avait commencé par une expertise judiciaire, alors même qu'il y avait des clauses compromissoires, parce que l'une des parties avait demandé, avant la constitution du tribunal arbitral, ce qui est toujours possible, une mesure d'instruction avec une expertise judiciaire qui a duré 4-5 ans. Au final, l'expert judiciaire rend son rapport
complètement à charge, d'ailleurs, contre le client que je représentais dans cet arbitrage, et la partie adverse va voir le tribunal arbitral avec son rapport judiciaire, pensant que ça allait juste dérouler tranquillement devant le tribunal arbitral. Sauf que, comme j'aurais fait devant le juge du contrôle, j'ai fait devant le tribunal arbitral en contestant l'expertise judiciaire, en disant non, je suis désolée, il y a une erreur grossière à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Avec à l'appui une expertise partie. Donc, j'avais nommé mon propre expert pour venir critiquer le rapport d'expert judiciaire. Le tribunal arbitral était totalement prêt à entendre les critiques et éventuellement, si mes critiques étaient avérées, à annuler le rapport de l'expert judiciaire, sans problème. Sauf que le tribunal arbitral a été très inspiré et à l'audience a conseillé aux parties de faire une médiation. Donc, on interrompt l'arbitrage. L'audience était divisée à cause du Covid. On n'arrivait pas à se réunir, donc on avait fait une première partie de l'audience qui était les plaidoiries. On devait faire une deuxième partie de l'audience qui était le contre-interrogatoire des experts, justement. Et entre les deux audiences, le tribunal arbitral a suggéré aux parties une médiation. Ça faisait 12 ans que l'expertise était en cours, enfin peut-être pas 12 ans, mais en tout cas 5-6 ans. Moi, mon client, par exemple, ne voulait absolument pas entendre parler de transactions ou quoi que ce soit, mais le tribunal arbitral, avec toute son autorité, a dit, écoutez, je conseille aux parties de faire une médiation, même courte, entre les deux audiences. Alors, Ce que nous avons fait, et alors même qu'il y avait 12 parties autour de la table avec des problématiques extrêmement complexes, la médiation, au bout d'une journée, a abouti. Est-ce que le tribunal arbitral avait orienté en disant le sens de cette possible décision? Non. Mais les médiateurs, évidemment, pas l'arbitre. Il n'a pas changé de casquette. Non, c'était pas l'arbitre, non, c'était un médiateur. Un médiateur. Le médiateur arbitre. Très bien. Tout à l'heure, tu disais que je sens mieux le juge en cours d'expertise quand il y a une difficulté. Le juge intervient. En revanche, après le dépôt d'un rapport d'un expert judiciaire, en général, le juge suit l'expert. Je distingue en cours d'expertise, je sens le juge plus coercitif pour dire il faut faire ceci, cela, en cours. Qu'à la fin, quand l'expertise judiciaire, quand l'expert a déposé son rapport, le juge suit l'expert toujours, même sans trop approfondir. Il reprend même les termes. Alors que quelqu'un qui a une vision, si c'est en matière de technologie, etc., une vision, il peut remettre en cause le rapport d'expert comme vous venez de le décrire. Vous voyez, je fais la différence dans les deux temps de l'expertise. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Et nous, dans le cadre de la médiation et quand on fait intervenir les experts, aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui se développe tellement qu'aujourd'hui, il y a un partenariat qui est en train d'être conclu entre le CMAP et la Compagnie nationale des experts de justice en informatique pour avoir la faculté d'avoir un règlement qui permet d'émettre des avis techniques dans le domaine de l'IT de façon coordonnée avec les procédures de médiation, d'arbitrage, etc. Parce que précisément, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande et c'est quelque chose qui se multiplie et on a besoin d'avoir ce recours-là. Et dans le cadre de la médiation, c'est vrai que on est dans un forum beaucoup plus consensuel normalement, même si on a beaucoup de parties. Donc, quand on va chercher l'expert, en général, on est tous on board, je dirais. Donc, les choses se passent de façon plus simple à la base, encore une fois, normalement. Mais après, il y a tout le cours de l'expertise qui se met en place et il y a la fameuse conclusion de l'expert. Parfois, on va demander un avis oral parce qu'on va considérer qu'on reste dans le cadre de la médiation, qu'on ne veut pas que ça sorte, tout reste confidentiel. Donc, l'expert fait une présentation orale et ensuite, les parties décident de ce qu'elles veulent faire du sujet en question. Mais c'est une flexibilité importante qu'on doit avoir dans ces outils. Donc ça, c'est une manière de gérer, d'avoir un avis expert dans la médiation sans que les parties puissent s'en servir ensuite. Exactement. C'est bien ça. Alors, nous avons deux questions du public connecté. Madame Malika Belir, elle pose la question suivante. Quelles sont les limites et les défis de la médiation de projet? Limite. Alors, on en a parlé un petit peu au début de la présentation. Je pense que c'est des sujets que vous avez légitimement évoqués tout à l'heure. Sur les limites et les défis, déjà, c'est quelque chose aujourd'hui qui a besoin d'être
utilisé comme outil. Sébastien le disait aussi, c'est très intéressant et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans le secteur de la tech, alors qu'on le voit beaucoup dans d'autres projets type construction. Donc, c'est quelque chose qui doit aussi être appréhendé et construit aujourd'hui pour que les parties s'en saisissent. Si elles ne s'en saisissent pas, elles ne l'utilisent pas, même si elles le prévoient dans le contrat, ça ne donnera lieu à rien. Donc, il faut vraiment qu'elles se saisissent du sujet et que le médiateur désigné soit impliqué, bien nommé, etc. Donc, je dirais que le défi là-dedans, ce sera pour les parties de bien utiliser l'outil, de bien nommer leur médiateur et ensuite que le médiateur en question soit présent, comme on se le disait idéalement dès le départ, pour avoir une vision globale du projet, des attentes des parties, des besoins qui s'identifient et éventuellement ce que j'appelle les fameux signaux faibles, les difficultés qui peuvent survenir. Donc, dans ce cadre-là, le défi pour moi, il est là dans la médiation de projet. Les limites, personnellement, j'en vois pas, mais on peut avoir le débat. C'est-à-dire que pour moi, la médiation de projet n'est que du plus. C'est-à-dire qu'elle permet, dans le cadre d'un projet long, coûteux, complexe, avec plusieurs parties, d'avoir un acteur tiers dont le seul objectif est que le projet fonctionne et aboutisse. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nuire au projet, il ne peut qu'apporter. Après, la question va être dans quelle mesure il va apporter, jusqu'où il va pouvoir aller, etc. Et ça va être un peu aussi les moyens qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit présent à toutes les réunions, qu'il ait accès aux organes de gouvernance, qu'il puisse intervenir, avoir des dialogues constructifs. Il faut lui donner ce pouvoir-là. Mais en réalité, il n'y a pas réellement de danger à recourir à cet outil-là. Il n'y a que des avantages. Voilà. OK. Et la deuxième question, que c'est lié toujours à la médiation de projet, Madame Natalia Gaetianco-Chaer, elle fait un commentaire question. Pour la médiation de projet, il serait peut-être bien de considérer l'adjudication qui permet de combiner l'expertise, la médiation et l'arbitrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Adjudication. Ça, c'est les disputes board, l'adjudication. Oui, enfin, je suis pas sûre que ça combine réellement les trois. Quoique, oui, parce que dans les dispute boards, ce sont des experts. Mais je suis pas sûre que ça relève véritablement de la médiation, ceci dit, ni de l'arbitrage, parce qu'en réalité, un dispute board va rendre une décision qui peut être contestée dans un arbitrage. Donc oui, ça revient un peu à la médiation de projet avec ce qu'on considérait être un avis favorable ou une recommandation qui peut être ensuite contestée dans la phase arbitrale. Une autre solution que j'ai vue dans un dossier de construction, mais qui pourrait complètement être transposée à un contentieux technologique, c'est un tribunal arbitral qui reste in situ tout au long du projet et qui est saisi dès lors qu'il y a une dispute entre les parties et qui ne sont pas nécessairement les mêmes disputes. Moi, ce que j'ai vu, c'est un tribunal arbitral qui, sur un dossier de construction, était saisi une première fois sur un litige un peu droit du travail. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était clairement des questions droit du travail. Et puis, le coup d'après, c'était sur la construction d'une partie de l'usine de GPL où il y avait un contentieux sur est-ce que oui ou non la construction était conforme à ce qui avait été commandé. Et troisième litige, une mesure provisoire sur le partage de la production de l'usine en question. Donc, vous avez le tribunal qui reste saisi, qui ne se dessaisit pas, alors même qu'il a rendu une sentence arbitrale et que normalement, dès lors qu'il a rendu la sentence arbitrale, il est dessaisi. Là, il reste saisi pour gagner en fait tout le temps que prendrait la constitution du tribunal arbitral. Vous n'avez pas à reconstituer le tribunal arbitral, il reste constitué et il reste à la disposition des parties, mais vous recommencez un arbitrage à chaque fois. La phase, un peu pendant le projet. Un tribunal arbitral un peu permanent. Un tribunal arbitral de projet. Voilà, c'est ça. Que vous pourriez éventuellement nommer au début du projet aussi. Pourquoi pas? Bon, après, on n'est pas dans une coopération. On est vraiment, on tranche. On peut faire supplétif, on peut faire cumulatif. C'est l'avantage de tous ces outils. C'est là peut-être aussi le message. Hein, c'est quelque chose de très souple. Et après, c'est vraiment aux parties de s'en saisir et de l'utiliser au mieux parce que tous ces outils ont des avantages finalement
concernant la médiation, assez peu d'inconvénients, même si, au pire des cas, il n'y a pas d'accord qui sera trouvé dans le cas de médiation conflictuelle ou dans la médiation de projet finira par aboutir à un conflit. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment matière pour les parties prenantes au projet à trouver le mode de fonctionnement qui va leur convenir, à répondre à tous leurs besoins dès le départ, dès l'initiation du projet avec des experts, des médiateurs, des arbitres, et de les cumuler, de les faire en simultané, tout est possible. Le CMAP a le règlement MEDARB qui permet de faire des médiations et des arbitrages en même temps, qui est aussi assez original parce que pour une question de temps, eh bien, on peut considérer qu'au lieu de faire une médiation, puis ça échoue un arbitrage, ou à l'inverse d'ailleurs, puisque ça existe aussi. On peut aussi imaginer avoir des recours, médiation-arbitrage en parallèle, on gagne du temps. Et puis, si on a un accord en médiation, eh bien, ce sera très bien. À défaut, on a le tribunal arbitral qui est déjà en train de travailler et nous permet d'avoir une sentence rapidement. Donc, tout ça est vraiment flexible et il ne faut pas hésiter à y recourir. Et même sur les champs d'application, parce qu'on parle de litige informatique ou de numérique ou de tech, tout ça est à la fois abstrait et très vaste. Il faut savoir que la médiation, c'est encore une fois tellement flexible qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel sujet. Et je le dis d'autant plus fort que j'ai eu la chance, ou la surprise en tout cas, d'intervenir dans une médiation qui opposait des plateformes en ligne, des très grandes plateformes, à l'Arcom, sur des sujets de réglementation et d'application de la réglementation et française. Et autant dire que c'était pas frontalement, c'était pas un sujet qu'on imaginait dans le cadre d'une médiation. Et on l'a fait. Et on l'a fait et on y a trouvé un intérêt. Alors évidemment, c'est confidentiel. L'existence de la médiation, le tribunal l'a ordonné, notre ami Fabrice Vert, évidemment, l'a ordonné, puisque c'est lui qui est le plus original en la matière, donc ce n'est pas un secret. En revanche, la médiation elle-même est confidentielle, donc je ne vous en dirai pas plus. Mais c'est important de dire que, de prime abord, dans un sujet comme ça, qui relève du monde du numérique, on n'imaginait pas nécessairement que la médiation puisse s'y inscrire, parce qu'on est souvent du réglementaire, parce qu'on est souvent sur des sujets finalement contractuels, de projets IT, de contrats informatiques, mais dans l'univers tech, on a le sujet des plateformes, des contenus, des accès aux plateformes. On a énormément de sujets de réglementation, les réglementations UE, les réglementations... C'était à cheval avec du lobbying, là, presque. Donc, on a vraiment des sujets très spécifiques. Dans Et le là, ESG, c'est pareil. Exactement. Les ONG faire des médiations avec les Exactement. entreprises qu'elles attaquent pour en fait mettre en place un plan. Exactement. Attends, on le voit pas. Oui. Ça pose d'autres défis, Ouais. d'autres sujets. C'est une médiation qu'on aborde différemment. Le médiateur doit d'ailleurs avoir une souplesse et lui doit s'adapter à la médiation et aux parties qu'il va avoir. Donc, c'est encore un autre challenge très intéressant. Mais cette médiation date d'il y a 2 ans. Donc, c'est pour dire que dans l'univers, en tout cas de la tech, la médiation comme l'arbitrage, je pense, a un grand avenir. Mais en revanche, ça nous demande aussi d'avoir l'agilité d'esprit de s'en servir. Parce qu'au final, c'est quand même très utile. En tout cas, c'est l'expérience que moi, j'ai pu en avoir. J'aimerais revenir, si vous me permettez, sur la première question et poser la question. Je ne sais pas si c'est un défi ou une limite, peut-être les deux. C'est effectivement le coût du médiateur. Parce que dans la négociation de contrat, ça peut être long. Donc, la médiation peut se faire éventuellement rapidement. Donc, comment calculer, déterminer un coût pour cette intervention qui peut être éventuellement un sujet de conflit à déminer entre les parties en amont. Donc, ça serait dommage dès le départ. Dans la médiation de projet, vous... Dans la médiation de projet dans les contrats informatiques. Et puis, deuxième question que je vous pose, il se passe, et puis malheureusement, effectivement, il y a un incident. Les parties ont pris le soin bien conseillé d'introduire dans un premier temps, en tout cas, la médiation. Est-ce qu'il est préférable que ce soit le médiateur de projet qui soit le médiateur, ou est-ce qu'il est préférable d'avoir une personne nouvelle qui va arriver éventuellement avec son propre regard et qui va pleinement jouer le rôle du médiateur? Le risque que je vois avoir, même si je vois beaucoup d'avantages à garder les premiers médiateurs ou les premiers, s'il y en a plusieurs, le risque de garder le premier médiateur, c'est qu'il aura-t-il encore toute sa neutralité, parce qu'il va peut-être réfléchir avec des éléments qui sont un peu dépassés, alors que là, on va avoir face à une nouvelle situation avec des nouveaux défis, des nouveaux enjeux. Voilà la question. Alors, c'est l'échec du médiateur de projet. Ouais. Si le médiateur intervient après la Ça, médiation. c'est un vrai sujet. C'est pas parce qu'effectivement, il a pu bien mener une médiation de projet que dans Pas de l'exécution d'un contrat, je pense que vous savez, je dirais, le souci peut arriver par Bien sûr, côté. bien sûr. Ne parlons pas d'échec du médiateur de projet, mais alors, sur le sujet du coût, souvent dans ce cadre-là, ce qui se passe, c'est qu'il se met en place une sorte de forfait mensuel. C'est-à-dire qu'on va considérer que le médiateur va intervenir
dans les réunions qui vont avoir lieu sur un rythme hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, dans les copiles, etc. Donc, on a une petite idée de l'intervention de base qu'il aura et il y a un forfait qui se met en place dans ce cadre-là et qui n'empêche pas de prévoir des suppléments dans telle et telle circonstance si d'autres réunions venaient à être programmées, etc. Sur la question du médiateur de projet et du médiateur de litige, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, si le médiateur de projet perd sa neutralité, de toute façon, il y a un problème. Le médiateur doit être neutre, il doit être impartial, quoi qu'il en soit, qu'il soit de projet, qu'il soit de... Je suis d'accord. Voilà, donc s'il y a un sujet de neutralité, il faut qu'il arrête aussi sa mission en tant que médiateur de projet, à mon sens. Ensuite, le fait que le médiateur de projet soit le médiateur qui règle, parce que le médiateur de projet peut faire une médiation sur un litige identifié, le résoudre si tout va bien et poursuivre sa mission de médiateur de projet ensuite. Donc, ce ne sont pas des cas isolés. Il aura... Le contrat est en phase d'exécution, en fait. Oui. Il reste... Voilà, donc il a la faculté de devenir ce médiateur en cas de litige pour résoudre le litige identifié dans le cadre de la médiation de projet, parce que parfois, effectivement, on n'arrive pas à déminer, faire une médiation pour résoudre le litige en question, les parties repartent dans l'exécution du contrat et il poursuit sa mission de médiateur de projet. Et j'ai envie de dire que si tout va bien, il est censé être la personne idoine pour gérer le sujet, puisqu'il aura l'ensemble de la connaissance du projet, il connaîtra les parties et leurs sensibilités et leurs besoins, etc. Donc la médiation devrait être d'autant facilitée qu'un nouveau médiateur qui arriverait ne connaîtrait pas, devrait passer de longues heures de réunion à prendre connaissance de tout cela, ce qui serait très complexe en plus. Coûteux, donc ça ne répondrait pas à leurs besoins. Donc, a priori, si tout va bien et que le médiateur... Alors, ça peut être un, mais ça peut être plusieurs. Sur les gros projets, le médiateur de projet peut ne pas intervenir aussi seul, parce qu'effectivement, c'est aussi beaucoup de travail. Et dans ce cadre-là, le ou les médiateurs sont les personnes les plus indiquées pour justement gérer le projet de bout en bout. Et si c'est plusieurs médiateurs, ils sont nécessairement en nombre impair ou peu Non, importe? non, puisqu'ils n'ont pas de décision. Donc, d'ailleurs, la comédiation au-delà même de la médiation de projet fonctionne très bien. Est-ce qu'à l'instar du médiateur de projet, il existe un arbitrage des projets? Bah, c'est pas encore un terme de là, mais peut-être qu'on vient de le créer. Ce que moi j'ai pu voir dans mon expérience sur des dossiers de construction, pas de tech, c'est un tribunal qui reste in situ, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc il ne se dessaisit pas du moment où il rend la première sentence et qui reste saisi pour tout autre litige à venir. Donc, ça peut être l'équivalent. Et après, ce qu'on voit dans les contrats physiques, c'est les disputes board, mais c'est un peu différent. Oui. Il y a un peu de ça. Mais leur décision peut être contestée en arbitrage. Donc, on n'est pas véritablement sur un tribunal arbitral de projet. Mais il y a une décision, voilà, mais qui peut être contestée ou qui devient définitive à défaut de contestation. Ça peut être adapté parce qu'on a certains projets qui sont à l'arrêt, certains projets IT importants qui sont à l'arrêt, comme je pense parfois des projets de construction, parce que, pour parler clair, le prestataire demande une rallonge qui est vraiment très forte, et il reproche au client un manque de collaboration, et le client dit bon, bref, vous n'avez pas bien travaillé, mais le souhait du client est, si possible, de ne pas se couper un bras et puis de tenter d'avoir un projet fonctionnel et livré. Sauf que le prestataire dit la rallonge, elle sera de 200 000, 2 millions, 20 millions ou plus. Un tribunal arbitral peut-il rendre une décision, rendre une décision condamnant X à payer à Y 100, c'est entre guillemets facile. Peut-il condamner à terminer un projet à une obligation de faire? Spécifique performance, bien sûr. Et se réserver le suivi de l'exécution. Ah, ça c'est plus compliqué. Voilà. Non, une obligation de faire, donc ce qu'on appelle en anglais specific performance, oui, ça c'est possible. Un tribunal arbitral peut ordonner une obligation de faire, bien sûr. Après, un tribunal arbitral peut aussi être saisi de mesures conservatoires ou de mesures provisoires, dans l'attente d'une décision définitive sur une éventuelle condamnation. Et il peut le faire, peu importe le délai dans lequel l'arbitrage doit se dérouler. D'accord. Donc, moi, j'ai déjà demandé à un tribunal arbitral eh bien, une obligation de faire, donc soit de réintégrer la partie qui avait été résiliée de manière abusive, ou en tout cas, c'était ce que nous plaidions,
et dans l'attente de la décision, que la partie soit réintégrée ou pas. Ou alors, vous pouvez demander à un tribunal arbitral, enfin, vous pouvez tout demander, l'étendue des mesures provisoires qui peuvent être demandées et sans fin. Enfin, la seule limite, c'est l'imagination des parties et de leurs avocats. En gros, en droit français, en tout cas, sur ce qui peut être demandé à un tribunal arbitral. Et ça, c'est un sacré avantage par rapport à la juridiction étatique, parce que la juridiction étatique, le plus souvent, elle compte les points après le sinistre, quoi. Non, vous pouvez demander des mesures provisoires devant les juridictions étatiques. Mais... J'entends bien. On va parler clair. Dans un projet IT, quand ça se tend, c'est en général 2 ou 3 mois avant la mise en production, où le prestataire arrive en disant « Je vous avais vendu un forfait à 5, mais ça sera 7 de plus. » J'ai eu un dossier, vendu à 4 995 000, et 3 mois avant la mise en prod, le prestataire arrive en disant « J'ai fait les comptes quand même, là, ça a été un petit peu plus difficile, c'est 7 millions. » Donc, le chef d'entreprise du côté bref, est tombé de sa chaise et il a fallu le ranimer avec des sels en lui disant « Mais ça sera 7 millions de plus, en fait. » Et là, le problème pour l'entreprise utilisatrice, c'est se couper un bras sur les 5 millions qu'elle a déjà quasiment payés, plus les 5 millions d'investissement interne, en se disant « Et en plus, je vais perdre encore plus. » Et faire intervenir là, très rapidement, une juridiction étatique pour contraindre l'un à terminer en disant à l'autre, vous allez quand même payer un petit surplus à titre provisoire, puis on fera les comptes après. Même au TC de Paris, où ils sont très, comment dire, volontaires, je ne les vois pas. En revanche, un arbitre. Après, il faut avoir un bon dossier, parce que c'est une décision quand même qui n'est pas sans conséquence. Mais il faut. Oui. Enfin, moi, je pense que tout droit des parties réservées, mesures provisoires, vous payez un petit rajout, mais pas tout ce que demande le prestataire, et au moins, l'ouvrage est livré, quoi. Et il ne faut pas avoir exclu le recours à l'arbitrage d'urgence dans sa clause compromissoire. Donc, il faut se l'être réservé. Soit, ça dépend des règlements, soit par voie de opt-in, soit en n'ayant pas opt-out de l'arbitrage d'urgence. Voilà. Mais clairement, ça peut être effectivement un des avantages de l'arbitrage d'urgence comparé à ce qu'on peut obtenir devant les juridictions judiciaires en référé. Parce que même s'il n'y a pas de clause compromissoire, on peut quand même, au moment de la naissance du contentieux, partir sur un ad hoc, enfin, ou un institutionnel, mais d'adhésion. Vous pouvez compromettre et dans le compromis, mettre d'accord sur un arbitrage institutionnel ou un arbitrage ad hoc, effectivement. Moi, typiquement, cet arbitrage accéléré pour un arbitrage de 70 millions, qui généralement n'est pas prévu par le règlement. Il y avait des clauses d'arbitrage dans les contrats, mais c'était un arbitrage multi-contrat et multi-parties qui aurait nécessité de commencer plusieurs procédures en parallèle, de demander à ce qu'elles soient consolidées, etc. On s'est mis d'accord avec la partie adverse, on a refait un compromis d'arbitrage dans lequel on a dit, OK, on fait un arbitrage avec toutes les parties, sur tous les contrats, et sur tous les forums, voilà, on met tout le monde d'accord, dans un seul et même arbitrage, et on est d'accord pour que ce soit un arbitrage en 6 mois. Et qui applique les règles accélérées. Dans le temps et de l'arbitre, il vaut mieux. Mais parce que les deux parties étaient volontaires, étaient d'accord. Le problème de cette solution, c'est qu'une fois que le litige est né, les parties sont plus d'accord. C'est la médiation, voilà. Exactement, oui. Voilà. On aurait pu d'ailleurs se mettre sur une médiation. Il nous fallait, c'était pas possible parce qu'il nous fallait une décision définitive pour pouvoir provoquer un paiement. C'est généralement un peu ce qui détermine. Oui. Une décision pour. Parfois, dans certains contentieux et certaines entreprises, il leur faut la décision. Elles veulent rester en relation commerciale avec leurs partenaires, c'est pas la question. C'est juste qu'il leur faut une décision. Et que personne au bord n'appuiera sur le bouton et signera une transaction à 12 millions, à 25 millions. Exactement. Et il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles il faut une décision. Mais une raison politique interne qui est très légitime. Voilà. Je pense à la question que j'avais posée. Est-ce que cette décision peut être une transaction? Non, généralement non. Enfin, après, certaines entreprises peuvent se remettre entre les mains d'un médiateur et s'engager à exécuter un accord transactionnel
certaines entreprises parce qu'il y a des considérations diverses et variées. Typiquement, si vous avez des allégations de corruption, l'entreprise va vous dire, moi, je ne vais pas payer tant que je peux ordonner de payer parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me dire que j'ai fait un pacte corruptif. Après, si un tribunal arbitral me l'ordonne, je n'ai pas le choix. Je m'exécuterai. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ici en présentiel, non? Je vous remercie à vous tous pour vos interventions. Merci beaucoup. Et aussi pour toutes les questions qui ont été posées ici, les échanges entre vous, et aussi les questions en ligne. Pour les personnes présentes, je vous invite à la salle d'attente pour un petit déjeuner. Et pour ceux qui sont en ligne, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.